parlera de ce que fait le CLAB, de ce qu'est le CLAB, de ce qu'était le CLAB, sans rentrer dans un monde historique, sur ce qu'on est devenu et sur ce qu'on va devenir. Et puis en dernier point, on va garder le meilleur pour la fin, les actions à venir. On va entrer dans le dur là vendredi, je tease. Et donc voilà, 4 points. Et ben donc je passe la parole à Kevin Mention, notre super avocat. Oui, bonjour à tous. Donc c'est effectivement moi qui ai assisté le coursier qui a obtenu la première requalification contre Deliveroo en France. C'est un cas tout à fait basique d'un coursier qui a contacté Deliveroo parce qu'il avait besoin de travailler tout simplement, de gagner de l'argent parce qu'il était dans une période de chômage. On lui a proposé un contrat de prestation de service, c'est-à-dire un travail en tant qu'indépendant et non pas en tant que salarié. Ce contrat, il l'a accepté, il l'a signé, donc il est devenu indépendant, il s'est immatriculé en tant que tel et il a travaillé pendant 6 mois au sein de Deliveroo. Et là, il a vu qu'il y avait beaucoup d'abus et notamment qu'il était dirigé comme un salarié avec des ordres, un contrôle de son travail, etc. Donc il avait tous les inconvénients du salariat et qu'il n'avait aucun avantage de l'indépendance. Donc en fait, c'est Deliveroo qui abuse d'un statut qui est quand même très précaire. Il n'y a pas de cotisation patronale, pas de cotisation salariale, pas de congés payés à verser, pas d'indemnité à verser en cas de licenciement, etc. Sans respecter le statut d'indépendant. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a agi en justice en disant au juge, malgré le contrat que j'ai signé, malgré mon immatriculation en tant qu'indépendant, qui en plus, aujourd'hui, juridiquement, laisse une présomption d'indépendance, c'est-à-dire que c'est au demandeur en justice de renverser la preuve, donc c'est plus dur qu'un cas classique où vous êtes employé sans contrat, sans immatriculation en tant qu'indépendant. Et il a indiqué au juge, voilà, toutes mes preuves de la subordination, c'est-à-dire du fait que Deliveroo se comporte comme un employeur envers moi, à partir de là, je vous demande de revenir sur le contrat qui a été conclu, parce que le juge en a le pouvoir, il peut requalifier la relation, même si elle a été convenue entre les parties et signée entre elles, et de me qualifier en tant que salarié. Ça a été une très longue procédure. Aujourd'hui, on le sait, que ce soit contre Take It Easy, contre Foodora, contre beaucoup d'autres plateformes, comme Deliveroo, c'est des combats qui peuvent se mener sur plusieurs années. Lui, ça a duré plus de 3 ans. Mais au final, au vu de toutes les preuves qui ont été données, le juge a dit oui, effectivement, il y a clairement un lien de subordination, basé sur plusieurs éléments. On a la jurisprudence Take It Easy qui est montée quand même jusqu'à la Cour de cassation, qui nous disait qu'il y avait du salariat à partir du moment où il y avait une géolocalisation de l'indépendant avec un suivi en temps réel donc de son travail et un pouvoir de sanction. Donc le juge est revenu sur ces 2 éléments et il en a rajouté d'autres, notamment le fait que les tarifs n'étaient absolument pas négociés mais unilatéralement imposés par Deliveroo. Pareil pour les zones de travail qui étaient définies par Deliveroo également, etc. Donc on voit dans une relation de travail tout à fait classique pour n'importe quel coursier aujourd'hui, et pas que chez Deliveroo. On voit que c'est la même chose chez Stuart, chez Frishti, chez Nestor, etc. Donc ça concerne vraiment toutes ces plateformes qui ont flairé un filon en se disant qu'ils allaient être soutenus aussi par le gouvernement qui met énormément de bâtons dans les roues aux coursiers aujourd'hui, puisque contrairement à la Californie par exemple, et ça a été validé en première instance je crois hier, pas plus tard qu'hier, l'État a demandé à ce genre de plateforme comme Uber de salarier toutes les personnes qui interviennent pour elles parce qu'ils se comportent comme un employeur. Eh bien, l'État français fait tout le contraire jusqu'à aujourd'hui et voulait même empêcher ces requalifications en notant dans la loi LOM dernièrement une petite disposition qui, en cas de charte conclue avec la plateforme, c'est-à-dire une charte qui était définie par un acteur privé, empêcher ces requalifications. Et heureusement, en France, il y a les juges qui disent stop. Le juge civil, dans le cas précis qui a gagné contre Deliveroo, le Conseil constitutionnel aussi, c'est pas n'importe qui a censuré cette loi LOM en disant au gouvernement non, vous ne pouvez pas prévoir dans une loi d'interdire les requalifications parce que le Code du travail, c'est des textes d'ordre public, ça s'applique et vous ne pouvez pas vous-même redéfinir le salariat. Si Deliveroo ou d'autres plateformes se comportent comme des employeurs, ils doivent en payer les conséquences. Et puis, vous avez le juge pénal aussi qui s'y intéresse, puisque l'inspection du travail contre toutes ces plateformes, Deliveroo, Foodora, Take It Easy, etc., a dressé ce qu'on appelle un procès-verbal pour travail dissimulé. C'est-à-dire qu'on ne pense pas qu'il y ait un simple problème de statut, un flou juridique. On pense que ces plateformes ont volontairement fraudé les dispositions du Code du travail. Et donc, il y a des poursuites pénales qui sont en cours. Il y a beaucoup de livreurs qui se sont déjà
constituée partie civile. Donc il y aura un procès en correctionnel. Alors ça prend du temps, mais on sait que ça va arriver dans pas forcément si longtemps, en fin d'année ou comme en Belgique en 2021. Et donc les entreprises et leurs dirigeants devront répondre de leurs actes et de l'infraction de travail dissimulé. Donc c'est pas rien, il y a de la prison, des amendes qui sont prévues derrière. Au niveau des arguments qui ont pesé, je vous ai un peu parlé des arguments du coursier, la géolocalisation, le fait qu'il était suivi en permanence. Le pouvoir de sanction aussi, j'y reviens un petit peu, mais c'est important de le dire, parce que les coursiers aujourd'hui, ils peuvent se voir rompre leur contrat n'importe quand. Il n'y a même pas à invoquer un motif, c'est-à-dire qu'ils concluent un contrat normalement pour Deliveroo par exemple pour une durée d'1 an, mais si Deliveroo au bout de 3 mois a envie de dire au revoir, je me sépare de vous, ils n'ont pas à donner de motif, ils peuvent le faire du jour au lendemain. Donc c'est un moyen de pression énorme, c'est pour ça aussi que beaucoup de coursiers n'engagent pas des procédures, on n'en parlait pas plus tard que ce matin, certains ont peur d'y aller avec un contrat en cours parce qu'ils savent très bien que Deliveroo, sans donner le moindre motif, si le coursier attaque en justice, peut leur dire écoutez, votre contrat il est rompu. Donc allez sur 3 ans de procédure, nous en attendant, on ne vous paye plus, vous vous retrouvez à la rue, et puis si vous n'avez pas un autre métier ou quoi que ce soit derrière, vous vous retrouvez sans rien. Donc c'est un moyen de pression qui est énorme. Ils peuvent aussi attribuer des sanctions, notamment sur l'accès au planning et tout. Et d'ailleurs, sur ce point-là, Deliveroo donnait beaucoup d'arguments en disant non, mais le coursier est libre d'accepter ou de refuser des courses, le coursier a un accès libre au calendrier, donc c'est de l'indépendance. Et puis d'ailleurs, ils le veulent, ces coursiers, cette indépendance. Alors, oui, ils veulent une certaine indépendance, mais pas non plus les abus qui vont avec. Mais ce que l'on voit surtout, c'est que quand Deliveroo nous dit sur cette décision, mais c'est un très ancien contrat de 2015, aujourd'hui c'est plus du tout la même chose, en fait aujourd'hui c'est même pire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les coursiers qui ne travaillent pas les vendredis, samedis et dimanches soirs jusqu'à 22h pour Deliveroo se voient sanctionnés sur leur accès au planning les semaines suivantes. Là encore c'est un lien de subordination, puisqu'il y a une véritable sanction de la part de Deliveroo derrière. Si on ne peut plus travailler, c'est une sanction financière qui est quand même importante. Il y a des statistiques qui sont faites, des classements entre coursiers, etc. etc. Aujourd'hui, ils ne sont plus payés à l'heure, ils sont payés à la course. Donc ils ont le droit de refuser la course. Oui, à l'époque, ils étaient sanctionnés s'ils refusaient. Sauf que s'ils les refusent, ces courses, ils ne sont pas payés du tout. Donc ils peuvent rester pendant 4 heures sans aucune rémunération. Donc là, il y a eu une évolution, c'est vrai. On s'écarte un petit peu du salariat où il y a encore une rémunération à l'heure, mais on est toujours dans le même système bancal où le coursier, s'il ne respecte pas ce que Deliveroo dit, va être sanctionné puisqu'il ne sera pas payé tout simplement à la fin. Donc le coursier sur 6 mois a obtenu 30 000 euros, plus de 30 000 euros, à peu près 33 000. C'est pas rien, ça se compose en beaucoup d'indemnités différentes. Sa rémunération a été fixée par le juge comme un salarié. On a repris ce qu'il avait touché en net sur ces factures qui sont d'ailleurs éditées par Deliveroo, ce qui est assez cocasse pour un indépendant. On a reconstitué un salaire brut, puisqu'il manquait des cotisations salariales qui auraient dû être versées par Deliveroo. Donc on avait un salaire qui avoisinait les 3 000 euros quand même par mois. Et puis sur ce salaire de référence, on a calculé des congés payés, des indemnités concernant la rupture, puisque dans son cas, le contrat a été rompu. Ce n'est pas le cas de tous les coursiers qui engagent une action en justice, mais quand le contrat est rompu, à ce moment-là, vous avez des indemnités pour licenciement abusif, des indemnités de préavis qui n'étaient pas versées, des indemnités de licenciement. Et puis il a aussi reçu 2-3 autres éléments, notamment un élément qui est intéressant, c'est le remboursement de ses frais professionnels. Pourquoi intéressant à mon sens? C'est parce que Deliveroo annonce souvent aux journalistes et aux coursiers une rémunération en disant « Regardez, c'est très attractif de travailler pour nous, vous pouvez gagner, alors des fois on rentre dans le délire le plus total, 20, 30 euros, ce qui n'existe plus du tout aujourd'hui, ou à part des cas exceptionnels très ponctuels. Aujourd'hui, je parle sous le contrôle du CLAP, mais on voit souvent des coursiers, mais on voit souvent des rémunérations qui sont parfois à 10 euros de l'heure, parfois en dessous sur certaines périodes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est du brut total. Il n'y a pas de salaire différé comme pour un salarié, il n'y a rien derrière. C'est vous qui payez votre mutuelle, c'est vous qui payez vos frais. Et là, ne serait-ce que sur les frais au barème kilométrique sur 6 mois, le coursier a obtenu plus de 1 300 euros. Donc c'est des centaines d'euros par mois qui aujourd'hui sont mises à la charge des coursiers par les plateformes, alors qu'elles devraient être couvertes par elles à partir du moment où elles mettent en œuvre un service qui est pour ces plateformes de livraison, des services de livraison de repas, pour les VTC, des services de transport. Elles devraient prendre en charge tous ces frais. Et donc, non seulement les coursiers perdent tout le salaire différé qui existe en cas de reconnaissance du salariat, mais en plus, ils assument eux-mêmes tous ces frais cachés,
mutuelle, barème kilométrique, donc leur essence, leur assurance, etc. Sur 6 mois ou sur 1 mois? Sur 6 mois. Sur 6 mois. Oui, sur 6 mois. Voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, à partir du moment où les plateformes continuent d'abuser d'un statut d'indépendant, il y aura toujours des coursiers qui agiront contre elles, que ce soit au civil ou au pénal, pour dire stop. Aujourd'hui, on leur demande soit de respecter le statut d'indépendant à 100%, de négocier les rémunérations, etc. Et dans ce cas-là, tout va bien. Si les personnes sont d'accord sur ce statut et que le statut est respecté, on peut garder un statut d'indépendant. Mais à défaut, on demande de reconnaître du salariat. Et quand il y a une fraude volontaire comme celle qui a été reconnue pour Deliveroo, on demande de reconnaître aussi l'infraction de travail dissimulé qui est du pénal. Donc c'est quand même pas rien. Ce qui est important, Kevin, en fait, je te pose une question. Oui. Est-ce qu'on peut rentrer dans le détail peut-être des pièces qui sont intéressantes dans le dossier, parce que c'est souvent assez cocasse? Oui, c'est assez cocasse. J'ai même quelques exemples avec moi, si vous voulez. On a aujourd'hui des coursiers donc, qui travaillent en tant qu'indépendants. Alors à l'époque, on avait carrément les 10 commandements de Deliveroo qu'on leur donnait en tant qu'indépendants, 10 commandements à respecter sur le fait de brancher leur téléphone, leur application, leur suivi GPS. Le juge a notamment noté que si le GPS était désactivé, ils étaient automatiquement contactés par Deliveroo qui leur disait « Attention, là vous êtes en train de travailler, vous n'avez pas votre GPS, il faut le rallumer tout de suite parce que sinon ça ne va pas pouvoir continuer comme ça ». On a des mails aussi, on en avait beaucoup à l'époque, mais maintenant comme ils dissimulent de plus en plus ce salariat, ils ont notamment en septembre supprimé les contacts par email avec les coursiers. Donc tout se passe par téléphone justement pour éviter que ça laisse des preuves écrites. Mais à une époque, enfin plus tard que fin 2017 et encore en 2018, on avait des emails par exemple qui avertissaient les coursiers sur l'absence de port du matériel de Deliveroo et autres et qui les menaçaient tout simplement de sanctions. Vous voyez, dans le mail, c'est noté noir sur blanc. Pour rappel, tout écart d'attitude et ou manque d'équipement est préjudiciable et n'est pas conforme au contrat que nous avons signé ensemble. Sous-entendu, si vous continuez, on va rompre tout ça. Donc il y a des statistiques aussi aujourd'hui pour les nouveaux contrats qui sont mis en place. Donc quand on va en justice, on démontre que le coursier est classé parmi les autres coursiers. Pareil pour les VTC, dans les systèmes Uber, etc. Qu'il y a un accès au calendrier, certes, où le coursier choisit ses créneaux de travail, mais en fonction de ce que la plateforme définit. Donc ce n'est pas un libre choix, comme ils le disent tout le temps, de travailler quand on veut, où on veut. Non, non, il y a des zones, c'est eux-mêmes qui définissent le nombre de personnes dont ils ont besoin dans chaque zone, et le coursier, lui, prend ce qui reste. D'autant plus qu'avec le classement, s'il est très bien classé, il a à peu près un choix libre, et encore, il y a des périodes, notamment l'été, les périodes creuses, où ils n'ont quasiment aucun shift, comme on l'appelle, donc aucun créneau de travail. Et puis quand vous êtes mal classé, alors là, parfois, vous pouvez travailler que 5 heures par semaine. Et dans les zones que Deliveroo prévoit et qui sont les moins attractives pour les coursiers. On a, alors, Edouard pourra peut-être y revenir aussi, ce qui a été présenté par certains de vos confrères, notamment Élie Lucet, sur le suivi des grévistes, etc. Donc on voit en interne qu'ils ont une application qui s'appelle le Rider Monitoring Location, qui leur sert en temps réel à voir où sont les coursiers, à voir s'ils vont dans le bon sens, s'ils livrent correctement la commande, etc. On voit qu'ils s'en servent même pour sanctionner les grévistes. Et ça, c'est un gros problème parce qu'aujourd'hui, au-delà de l'infraction dont je vous parlais, le travail dissimulé, il y a aussi ce que l'on appelle le délit d'entrave. C'est que le but de ces plateformes, en utilisant un statut d'indépendant, c'est aussi d'éviter tout ce qui est représentation syndicale, représentation au sein de l'entreprise et défense des salariés. Puisque dans les entreprises, au-delà de 10 salariés, vous aviez historiquement l'obligation d'avoir un représentant du personnel. Quand vous avez des indépendants, ces limites, elles ne s'appliquent pas. Pareil pour le comité d'entreprise, aujourd'hui le CSE qui a remplacé tout ce qui est CHSCT, etc. Donc tous ces moyens de protection des travailleurs, ça n'existe pas avec ce statut d'indépendant. Et on voit qu'ils essayent de détourner tout ça. Donc ce qui est assez grave. Et sur ces preuves encore, aujourd'hui, on voit dans le peu de preuves écrites qui restent, puisqu'ils les évitent au maximum, je vous donne un exemple, un coursier qui s'adresse à Deliveroo sur le chat, qui leur dit « Bonsoir, tout à l'heure j'ai reçu une course, je l'ai acceptée, je me suis dirigé vers la pompe à essence et 10 minutes après on m'a retiré la course. J'ai téléphoné pour savoir pourquoi on m'avait retiré cette course, c'est-à-dire qu'il n'est même pas payé, hein. Il a accepté la course, il a commencé à travailler, on lui a retiré comme ça sans lui dire quoi que ce soit. On m'a répondu que c'est parce que je n'allais pas dans la bonne direction. Comment savez-vous que je n'allais pas dans la bonne direction? Et là, il y a un intervenant de Deliveroo qui se connecte au chat et qui dit
bonsoir, en fait c'est parce qu'on peut voir de notre côté votre direction quand vous avez des commandes, on peut vous tracer sur le GPS où vous allez. Comme mon collègue vous l'a expliqué tout à l'heure, merci à vous, bonne soirée et bon shift. Donc c'est même pas excusez-nous, ou même pas on va faire quelque chose pour un dédommagement ou autre, puisqu'on comprend qu'en fait vous n'alliez pas dans la bonne direction, mais c'est parce que c'était pour prendre de l'essence. Non, on a attribué la commande à quelqu'un d'autre, vous ne serez pas payé, tant pis pour vous. Puis on en a plein d'autres comme ça. Bonsoir, vous venez de me retirer la commande, quelle en est la raison? Donc ils demandent à Deliveroo pourquoi on leur retire la commande comme ça, pourquoi ils ne seront pas payés alors qu'ils ont déjà fait le déplacement, même jusqu'au restaurant. Réponse de Deliveroo, ah oui je l'ai, apparemment vous mettez un peu trop de temps pour arriver au restaurant selon les notes de mes collègues, je vous invite à passer à autre chose, je vous facture une demi-course. Voilà, c'est Deliveroo qui fait ce qu'il veut aujourd'hui, ce qu'elle veut. C'est n'importe quoi, c'est un statut qui est extrêmement précaire, dont on abuse. Voilà, si on veut retirer une course à un coursier, on la retire. Si on veut lui imposer une double course, on lui rajoute une course sur son application sans lui demander. Si il s'est déplacé au restaurant mais que la commande est finalement annulée, on lui retire la course pour ne pas le payer. Si jamais il réclame, on voit, on lui accorde une demi-course ou quelque chose comme ça. On parle de quelques euros par course, puisqu'aujourd'hui ils sont payés à la course et que ça a diminué énormément. Chaque été, ils profitent de l'été pour diminuer le tarif des courses. Donc voilà, une demi-course, c'est peut-être 2 euros pour avoir perdu peut-être un quart d'heure de leur vie, avoir fait le déplacement jusqu'au restaurant, etc. Donc voilà tous les éléments aujourd'hui qu'on montre en justice, qui sont tout à fait d'actualité, hein, puisque ça c'est des discussions, par exemple celle-là date du 26 octobre 2019, donc cette subordination, elle continue aujourd'hui. Le cas qui a été traité en justice, c'est pas un cas isolé, c'est un cas parfaitement banal qui concerne aujourd'hui vraiment tous les livreurs de Deliveroo et pas que des autres plateformes aussi. Merci Kevin. Je voudrais aussi profiter du petit temps de parole avant Barbara Gomez pour vous dire qu'il y a des coursiers qui sont là, des livreurs de Deliveroo qui sont en premier rang, vous pouvez lever la main, qui seront là pour répondre à des questions techniques qui vous expliqueront aussi des nouveautés de Deliveroo qu'on découvre au jour le jour, de semaine en semaine, ça arrive tout le temps. Typiquement quelqu'un qui se fait Wissem qui s'est fait déconnecter pendant 1 heure sans le savoir. Il avait son téléphone, son application était connectée, il recevait pas de commande, il appelle Deliveroo pour demander et le type lui dit ah bah oui t'es déconnecté, mais de son côté à lui chez Deliveroo il voyait qu'il était déconnecté, Wissem de son côté ne le voyait pas, donc c'est évidemment une heure de chiffre d'affaires en moins, de travail en moins. Donc voilà, c'était pour vous les présenter. Pierre, peut-être, est-ce que je peux te présenter? Ah pardon. Oui. Pierre aussi qui est là, qui est un Deliveroo, un ancien, qui sera là aussi pour contemporain. On a bossé ensemble à l'époque, donc c'est dire si je le connais depuis longtemps, qui pourra aussi répondre à vos questions. Et puis je passe maintenant la parole à Barbara Gomez au sujet du projet de loi sur ce fameux travail autonome. Bonjour tout le monde. Alors, je ne vais pas du tout revenir sur ce que tu as dit, hein, Kevin, mais il y a des parallèles, je pense qu'il faudrait, sur lesquels je voudrais commencer pour bien introduire le projet dont je vais vous parler. On a affaire effectivement à une entreprise des entreprises d'ailleurs qui développent des modèles pour exploiter massivement des personnes en mettant à l'écart de l'application de la loi. On parle du droit du travail, mais c'est pas que le droit du travail, c'est aussi le droit de la sécurité sociale, c'est aussi des règles de droit commercial de base. Donc voilà, c'est des modèles qui se construisent comme ça, qui se construisent pour ça. L'idée, c'est de faire de l'économie sur le dos des gens, finalement, s'il fallait résumer un petit peu la situation. Lorsque j'ai commencé à travailler sur ces questions-là et que j'ai connu Géraud pour le coup, je me souviens que l'idée de parler de salariat, elle n'était même pas concevable. Les livreuses et les livreurs ne voulaient vraiment pas entendre parler de ça, et on peut l'entendre très bien. Parce que ça fait des années que le salariat est méprisé, maltraité. Ça fait des années qu'on détricote toutes les règles qui ont fait du salariat vraiment un statut protecteur pour les personnes. Donc évidemment que les nouvelles générations, elles n'avaient pas envie d'être dans la situation de leurs parents qui voyaient trimer pour pas beaucoup d'argent, se faire insulter, mépriser par des directions, par un management qui n'a plus de sens, qui est déconnecté, etc. Donc ça, on peut comprendre évidemment qu'il y ait eu ce rejet du salariat.
Et puis au fur et à mesure, pourquoi est-ce qu'on a vu les mentalités changer et voir des gens qui étaient fondamentalement hostiles dans un premier temps au salariat, peut-être y revenir parce que les plateformes de travail comme Deliveroo, comme Uber, etc., elles fonctionnent comme des entreprises, j'allais dire classiques, mais en tout cas comme celles en tout cas qui sont à l'origine de la dégradation du statut salarial. Elles fonctionnent en exploitant un maximum de personnes, en leur rendant aux travailleurs et aux travailleuses une liberté qu'elle ne leur offrira pas. Et le fait de ne pas respecter les règles, notamment donc, respecter le droit du travail et le droit de la sécurité sociale, ça n'a vocation pour elles qu'à se faire plus d'argent et à mettre les gens qui travaillent pour elles dans une situation de domination encore plus importante, puisque non seulement vous êtes dans une situation économique compliquée, puisque vous êtes obligé de vendre votre force de travail pour survivre, c'est un petit peu la base, comme en plus vous n'avez même pas les limites qu'offre le droit du travail au pouvoir de l'employeur. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, Deliveroo finalement elle fait ce qu'elle veut et elle veut continuer à faire ce qu'elle veut. C'est pour ça qu'elle ne veut pas de représentants syndicaux dans l'entreprise, c'est pour ça qu'elle ne veut pas appliquer les règles sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse, sur la majoration des heures supplémentaires, etc. Parce qu'en fait, elle veut justement qu'il n'y ait aucune entrave à son pouvoir et faire du coup comme elle veut. Ce projet, donc ce projet de loi, cette proposition de loi qu'on a développé de façon collective, puisque c'était un travail vraiment d'un peu plus de 2 ans avec un collectif qu'on a monté au Sénat qui s'appelle Pédale et tais-toi, en l'occurrence. Et ce projet-là, il regroupait essentiellement des travailleuses et des travailleurs pour que ce soit justement pas un projet de loi déconnecté et donc avec un ensemble de personnes, des représentants politiques, syndicaux, des spécialistes, des juristes, des sociologues. On s'est mis autour d'une table plusieurs fois pendant un peu moins de 2 ans pour réfléchir à ce qu'on pouvait faire. Il s'avère que le Code du travail, contrairement à ce qu'on peut dire, il est très riche et il offre déjà beaucoup de flexibilité. Je crois que c'était vous qui disiez ça tout à l'heure, on peut très bien être très flexible, mais alors flexible pas pour la boîte, flexible quand on est travailleur. C'est-à-dire avoir une grande liberté, tout en étant protégé. C'est-à-dire que le discours où on vous dit mais on va tout vous offrir, mais évidemment vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre sans vouloir faire le jeu de mots avec l'entreprise, c'est pas vrai en fait. Vous pouvez être très très libre et avoir un statut salarial. Il existe plein de professions où on est très autonome. C'est-à-dire qu'on essaie en fait de faire en sorte que les gens confondent autonomie et indépendance. L'indépendance, c'est être une entrepreneuse ou un entrepreneur, décider de ses clients sur un marché, exister sur un marché, etc. Ça, c'est de l'indépendance. L'autonomie, c'est avoir une grande liberté dans son travail, dans la gestion de son emploi du temps, etc. Moi, personnellement, je suis quelqu'un de très, très autonome dans le boulot que je fais en ce moment de collaboratrice parlementaire. Pour autant, je ne suis pas du tout indépendante et j'ai effectivement un employeur. Donc, t'es docteur. Donc, voilà. Donc voilà la première chose. Donc on est allé regarder tout simplement ce qu'il y avait dans le code du travail. Et il y a des professions qui existent depuis très longtemps qui sont caractérisées par leur situation de grande indépendance qui est parfois compliquée quand on veut appliquer le droit du travail parce qu'on a ce critère de la subordination juridique qui doit être appliqué. Et quand on est très indépendant, quand on est très autonome, excusez-moi, je ne vais pas faire moi-même mes rêves. Quand on est très autonome, ça peut être compliqué justement de prouver ce lien de subordination. Désolée, je suis encore un peu malade. Alors, dans la 7e partie du Code du travail, il y a des professions comme les journalistes pigistes, il y en a peut-être certains qui ont ce statut aujourd'hui parmi nous. Il y a les VRP, il y a les mannequins, il y a aussi des artistes du spectacle, un ensemble de professions qui est caractérisé par sa grande flexibilité, son autonomie, le fait de pouvoir se déplacer beaucoup, de ne pas avoir de lieu de travail fixe, etc. Et pourtant, il y a des dispositifs spécifiques dans le Code du travail pour qu'il existe une protection minimale qui leur soit appliquée. Donc c'est ce qu'on a décidé de faire pour les travailleurs et les travailleuses des plateformes. On s'est dit, nous, on n'a pas de doute sur le fait que les plateformes comme Deliveroo, aujourd'hui, elles font du salariat déguisé. Mais leurs techniques, et tu l'as bien montré tout à l'heure, leurs techniques pour masquer le pouvoir, elles vont se développer de plus en plus. On va essayer de ne pas avoir trop de traces écrites, on va privilégier les coups de téléphone pour pas justement qu'on ait de preuves de l'exercice du pouvoir.
On va aussi développer des mécanismes d'incitation. On va dire, mais non, vous n'êtes absolument pas obligé de le faire. Sauf que vous savez très bien, par exemple, si vous ne travaillez pas le samedi, le vendredi et le dimanche, que vous n'allez pas pouvoir réserver les shifts dont vous avez besoin et que donc vous n'allez pas pouvoir gagner d'argent. Il y a plein en fait, de mécanismes comme ça où on fait semblant de ne pas diriger directement, on fait semblant qu'il n'y a pas de pouvoir de direction direct, de sanctions coercitives fortes, mais en réalité, le pouvoir par l'incitation, il est parfois tout aussi fort, sinon plus, que le pouvoir classique pour diriger en fait, les activités. Donc le mieux, c'est ce qu'on s'est dit, on va switcher cette partie où il faut prouver la subordination. Comme Kevin l'a dit aussi tout à l'heure, il y a une présomption d'indépendance, donc il faut la renverser, c'est compliqué. L'idée, c'est qu'on ne va pas passer par là et on va définir ce que c'est qu'une plateforme numérique de travail. On va définir ce que c'est qu'une travailleuse ou un travailleur de ces plateformes-là. Et si on rentre dans cette définition, on n'a pas à prouver notre subordination. Le droit, il va s'appliquer directement. Sauf je vous disais tout à l'heure, le salariat, il n'est pas forcément en grande forme en ce moment. C'est la raison pour laquelle il y a eu quelques réticences il y a quelques années à imaginer que les coursiers pourraient être des salariés. Donc l'idée, c'est de, finalement, avec ce projet-là aussi, redonner un petit peu ses lettres de noblesse au salariat, lui redonner sa force collective, parce que le statut salarial, il tient sa force aussi de sa dimension collective. Et par la dimension collective, historiquement, on a toujours réussi à donner plus d'autonomie aux travailleuses et aux travailleurs. Donc l'idée, c'est, voilà, on dit qu'on offre une définition des travailleurs des plateformes, on applique le droit du travail et on va prévoir tous les petits ponts nécessaires pour que les droits du travail et de la protection sociale soient effectifs. Par exemple, il y a une vraie volonté de gérer comme on veut son emploi du temps. Une volonté de choisir ses horaires, de travailler, si on veut, 15 heures une semaine, et si on veut, 40 heures l'autre. Ça, je ne vois pas pourquoi, de quel point de vue moraliste, on pourrait aborder pour dire « Ah bah non, vous n'avez pas le droit, vous travaillez 35 heures par semaine comme tout le monde si vous voulez être salarié. » Pourquoi ? On n'est pas obligé de faire ça. Il y a des plages horaires, des temps de travail maximum qui sont prévus par l'Union européenne, par exemple. Voilà, des choses comme 44 heures maximum, 46 maximum par semaine. On va dire qu'on va garder ces minima européens, évidemment, parce que c'est pour des raisons aussi de santé, de sécurité des personnes. On a des temps de repos aussi minimum qu'il faut respecter. Mais ensuite, donc on a ces minimums, mais entre-temps, on peut très bien aussi trouver des façons de travailler de façon non linéaire, pas forcément sur les mêmes temps de travail dans la semaine. Donc en respectant ces minima définis de manière européenne et nationale. Il y a aussi la question de la représentativité et des instances de représentativité syndicale. Aujourd'hui, c'est compliqué parce que le modèle, il est pensé autour de l'entreprise unique avec l'usine, le bureau, avec justement des temps de travail qui sont prédéterminés à 35 heures en CDI, etc. Comment on fait pour qu'il y ait une représentation du coup qui se fasse correctement, qu'on puisse avoir des gens qui puissent voter et être éligibles, etc. En fait, on a transformé les minima, les obligations qui existaient pour les travailleurs classiques, on les a traduites en langage plateforme, en langage coursier, et donc il faut un nombre d'heures. On a transformé ça en un certain nombre d'heures. Si on a réalisé un certain nombre d'heures pour une plateforme, on va pouvoir du coup être éligible ou voter pour des représentants. Mais évidemment, l'instance, elle existe déjà. Il y a le comité social et économique qui existe déjà. Il marche très bien. C'est une instance qui pourrait très bien fonctionner. Seulement, on va juste adapter pour que les droits soient effectivement appliqués. De la même façon, on sait très bien que ces plateformes, elles utilisent très peu d'intelligence artificielle. C'est surtout des algorithmes très classiques, du hardcode de base. Voilà. En fait, il n'y a pas besoin d'une grande compétence pour comprendre ce qui se passe. Seulement, il faut quand même en avoir un petit peu. Donc l'idée, c'est que dans ce travail-là, nous on propose qu'il y ait des data scientists, donc des spécialistes de la donnée et de l'intelligence artificielle, qui puissent aider les représentants des travailleurs à comprendre comment la plateforme elle organise le travail au travers des algorithmes. Donc
lorsque l'employeur, avec ses obligations dans le cadre du CSE, doit livrer certains documents, certaines informations sur l'organisation du travail dans l'entreprise, lorsqu'il donne ces informations, ces documents, et ben les travailleurs, comme les experts, on a toujours le droit à un expert comptable, un juriste pour savoir comment ça se passe dans la boîte, ben là on va pouvoir demander à un expert de la data science ou une experte de la data science de venir nous aider pour comprendre comment ça se passe. Donc voilà, je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails, mais si vous le souhaitez, sachez que je peux vous envoyer le projet de loi avec l'explication article par article, voilà, qui est accessible et qui permettra de ne pas forcément rester dans le brouillard à la lecture seule de la loi. Vous pouvez évidemment le solliciter. Je terminerai peut-être juste sur une chose. Le projet, j'aime beaucoup cette idée de salariat autonome. Quand on en a parlé, et vous avez parlé de salariat autonome, parce qu'effectivement, l'idée c'est vraiment de définir en commun les minima, les tarifs, etc. C'est collectivement que vous allez pouvoir du coup décider de ce que vous voulez négocier avec ces plateformes-là. Et je trouve ça vraiment intéressant de se dire qu'on peut être salarié et on peut avoir une forte autonomie collective qui était celle que voulaient vraiment les livreurs et les livreuses dans le cadre et dans la protection du salariat. Mais que si jamais on a envie d'être quand même un entrepreneur ou une entrepreneuse indépendante, et bien en fait, dans le cadre des plateformes actuelles, c'est pas possible. C'est pas ce qu'elles font. Par contre, il y a d'autres solutions. Il y a l'organisation coopérative. On est chez Smart aujourd'hui. Je pense que il y a des gens ici qui sauraient vous en parler. Il y a des expériences aussi qui le montrent que c'est possible avec les coursiers bordelais, avec Olvo, avec d'autres exemples comme ça qui montrent qu'il est complètement possible de développer des entreprises où on est indépendant dans le cadre de son activité. Par contre, ce qu'il ne faut pas faire, et la chose contre laquelle on doit lutter, c'est l'instrumentalisation de la volonté d'indépendance de personnes pour tout simplement les priver de leurs droits et développer des machines comme ça à exploitation et à paupérisation des travailleurs et des travailleuses. Voilà. Si vous avez peut-être des questions sur ce sujet-là. Oui, est-ce que c'est la proposition de loi qui a été défendue à l'Assemblée par les communistes, je crois, récemment? Elle n'a pas été encore défendue, elle a été déposée le 13 septembre dernier. Et c'est la proposition de loi numéro 717. On en attend. Ah oui, pardon. Donc, proposition de loi numéro 717, déposée le 13 septembre. Elle n'a pas encore été présentée dans l'hémicycle. Elle est portée par les sénateurs effectivement communistes, donc ça vient du Sénat. Et notamment par Fabien Gay et Pascal Savoldelli, qui sont donc les deux sénateurs qui travaillent depuis un peu plus de 2 ans maintenant sur ces questions-là. Est-ce que vous avez été reçu par cette mission-là? Il y a une mission qui a été installée le 14 janvier, là, avec un monsieur Jean-Yves Frouin, ancien président de la Chambre sociale de la Cour de cassation. Est-ce que cette mission vous a contacté à un moment? Non. Pas encore. Non. C'est récent, Martine. Oui, mais en tout cas, c'est pas du tout d'actualité pour le moment. D'autres questions? Non. Je vais du coup enchaîner. Je vais d'abord commencer par un petit mot de remerciement pour la Smart de nous accueillir et puis pour Kevin et Barbara pour leur travail. Et oui, je vais finir par me présenter. Donc je suis Édouard Bernas, je suis livreur des Deliveroo depuis 2016 et je suis aussi secrétaire général et cofondateur du CLAP avec Jérôme et avec d'autres. Je vais revenir très brièvement, parce que vous l'avez très bien expliqué, Barbara et Kevin, sur la notion du préjudice qu'il existe aujourd'hui pour les livreurs et les livreuses. Depuis la création du CLAP en 2017, sur le terrain, on s'est rendu compte très rapidement que les livreurs subissaient une injustice. Pourquoi? Parce que les tarifications baissaient, vous l'avez dit, par du fait de décisions unilatérales des plateformes. Et on nous répondait que c'est normal, vous êtes des indépendants. Et puis pour les livreurs, non, on n'est pas des indépendants. Kevin l'a dit, il y a un planning, il y a des ordres qui sont donnés, et il y a l'équivalent du sourire, bonjour madame, etc. Et donc les livreurs ont voulu, si vous voulez, la réparation de ce préjudice-là, plus qu'une
une fausse indépendance, il plébiscite une véritable autonomie avec du respect. Et le respect, c'est quoi quand on est indépendant? C'est pouvoir se placer autour de la table avec son client et avoir son mot à dire dans le contrat, dans son contrat, dans les conditions essentielles du contrat, son objet et son prix, et surtout un prix décent. Barbara parlait tout à l'heure du contrôle absolu des plateformes, évidemment le contrôle absolu sur le nerf de la guerre qui est donc la tarification et l'argent. Mais les livreurs veulent un prix décent qui prend en compte donc cette pénibilité au travail, la prise en charge, ce qu'on appelle la prise en charge dans une course, c'est-à-dire de 5 € minimum, la distance kilométrique. Tout ça amène à on a fait nos petits calculs, à un tarif horaire de 25-30 € de l'heure quand on est livreur. Le statut d'indépendant, encore une fois, vous l'avez dit, Kevin et Barbara, il n'est pas du tout adapté pour un livreur de plateforme qui gagne 5 € la course en 2017 et puis 4,80 € 6 mois plus tard et aujourd'hui 3,20 €. Il est adapté pour des indépendants qui facturent 800, 900, 1000 € par prestation et qui peuvent avoir une mutuelle correcte derrière. Voilà. Donc la position du CLAP aujourd'hui, elle est très simple, elle est soutenue donc par Barbara, c'est avoir une véritable autonomie, une flexibilité qui, encore une fois, existe dans le Code du travail. Il y a beaucoup de choses qui existent dans le Code du travail, et utiliser cette base de salariat autonome permettrait aussi d'avoir la protection sociale, la retraite, le chômage, mais aussi un véritable pouvoir de décision sur le contrat du livreur, et qui obligerait la plateforme à respecter un certain nombre de choses comme un prix décent de la course. Et donc ça passerait par la représentation de ces salariés. Et puis voilà, écoutez, j'en ai... Alors on peut parler de la mission Frouin, oui, effectivement, puisque vous avez posé la question, madame. Donc monsieur Frouin, c'est l'ancien président de la Chambre sociale de la Cour de cassation, me semble-t-il, qui s'est vu remettre une mission par le Premier ministre sur la représentation des travailleurs des plateformes. Donc évidemment, il y a les VTC, les livreurs, mais il y a aussi les plateformes qui sont en train de se développer. Par exemple, les plateformes de mise en relation pour des petits travaux, par exemple les manners, les staff me, les choses comme ça. Et cette mission Frouin, c'est un peu la troisième étape démarrée par le gouvernement sur la représentation des travailleurs. Vous l'avez souligné tout à l'heure, il y a eu la loi Avenir professionnel, on avait déjà cette histoire de charte pour les plateformes, ça a été censuré par le Conseil constitutionnel. On a eu ensuite la loi sur l'orientation des mobilités, avec encore une fois le retour de la charte, ça a été une nouvelle fois censuré par le Conseil constitutionnel. Maintenant, il y a cette mission Frouin. Pour l'instant, c'est vrai, on n'a pas été sollicité par M. Frouin. Et après la décision qui a été rendue par les prud'hommes, ça va, je pense, arriver, on l'espère, parce que sinon, c'est un petit peu un aveu de contournement, si ce n'est de mauvaise foi. Je passe la parole à Jérôme sur la suite, notamment pour les travailleurs des plateformes. Kevin. Et pour le club. Et Kevin. Je voulais juste dire un mot sur justement cette mission Frouin qui a été mise en place. En tant que juriste, il faut savoir qu'au sein de la Cour de cassation, M. Frouin est celui qui est le plus revenu sur tous les acquis des salariés. Donc la Chambre sociale de la Cour de cassation, quand il était présent, est revenu sur plein d'acquis qui étaient fondamentaux, qui étaient dans une jurisprudence vraiment classique. Donc on voit déjà par son expérience que cette personne est pro-libéralisme, pro-employeur, etc. Ça n'annonce rien de bon dans cette mission qui est mise en place. Et on pense évidemment qu'on ne s'oriente pas du tout vers ce qui a mis en place la Californie, je le citais tout à l'heure. Je ne l'ai pas dit, mais Uber en Californie, à peine la loi passée, a déjà commencé à lâcher énormément de lest envers les VTC, etc. Par exemple, elle leur permet de manière tout à fait expérimentale, et c'est unique au monde, de faire varier la rémunération qu'ils appliquent aux clients. Donc, quand on a des gouvernements qui soutiennent les travailleurs, etc., on voit que ça peut vite changer. Uber a toujours maintenu son modèle de définir lui-même les tarifications, etc. À peine la loi passée en Californie,
les VTC ont eu cette possibilité de moduler leur propre rémunération. Alors ça sera peut-être critiqué, il y aura certainement des garde-fous qui seront mis en place par Uber, je crois qu'il y a déjà des plafonds, des planchers, des choses comme ça, mais ça montre que quand on a une réelle envie de protéger les travailleurs, on y arrive, et je ne pense pas du tout que ça va être le cas de la mission Frein, ne serait-ce que par rapport à son historique au sein de la Cour de cassation. J'ajouterais juste peut-être une chose, d'ailleurs il y a Frein, il y a la composition aussi de cette commission, mais bon, bref. Clairement, on n'est pas dans du anti-plateforme, mais plutôt dans du pro-plateforme, très clairement. Ray, qui est un professeur aussi, qui est très libéral. Voilà, donc juste aussi une chose pour appuyer sur l'offensive libérale que les travailleurs et les travailleuses subissent lorsqu'ils travaillent pour des plateformes. Le gouvernement français est quand même absolument incroyable dans sa volonté de contrer l'application du droit du travail pour les travailleuses et les travailleurs des plateformes. Mais c'est absolument incroyable. On parle de l'exemple américain, c'est quand même chez eux, c'est quand même censé être les professionnels du libéralisme économique, et pourtant, ils en reviennent. En France, il faut savoir que la première offensive, en fait un peu officielle, c'était avec la présentation du rapport de l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, où on voyait, c'était absolument incroyable, je ne sais plus si entre la page 52 et la page 57, pour celles et ceux que ça intéresse. J'ai plus la page exacte en tête, où on nous dit bien, c'est écrit noir sur blanc, ces plateformes, elles fonctionnent en contournant le droit du travail, elles ne veulent pas appliquer le droit du travail à la protection sociale parce que ça leur coûterait de l'argent. Donc, la personne qui dit ça se dit « Ah tiens, chouette, quelle va donc être la préconisation, renforcer les contrôles, etc. » Non, préconisation, du coup, il faudrait instaurer une présomption irréfragable, heureusement, ils ne savaient pas ce que ça voulait dire très manifestement, on dit ça à la fin, présomption irréfragable d'indépendance, c'est-à-dire qu'on dit que vous êtes indépendant et on ne peut plus revenir là-dessus. Donc ça, c'était la préconisation du rapport de l'IGAS qui est sorti il y a quoi, il y a 4 ans maintenant 4 ans. Ce n'est pas un hasard. Ensuite, si on a, avec la loi Avenir Professionnel, le fameux amendement Taché, qui débarque avec ces chartes dites de responsabilité sociale, qui seraient plutôt des chartes de déresponsabilité sociale, et qui arrive en reprenant cette préconisation de l'Inspection Générale des Affaires Sociales, en disant ces plateformes-là, il faut les sécuriser, je cite, contre le risque de la requalification. Donc on n'est pas dans l'idée de sécuriser les travailleurs pour leur donner l'accès à l'emploi, c'est-à-dire au travail donnant accès à un statut, statut avec la protection sociale, la protection du droit du travail, etc. On est vraiment dans l'idée qu'il faut protéger les plateformes alors même qu'on reconnaît qu'elles sont des modèles de fraude à la loi. C'est ça qui est assez intéressant. Cet article n'a pas pu passer, on a dit que c'était un cavalet législatif, c'est-à-dire que ça n'avait pas de rapport avec la loi dans laquelle était passé. Du coup, on l'a revu dans la LOM. La LOM, la loi d'orientation des mobilités, reprend et étaye un petit peu sur la question des chartes de responsabilité sociale. Mais c'était quoi le but de ces chartes ? Le but reste, donc entre la page 52 et 57 de l'IGAS, le but, il est là, c'est de se dire, on sécurise les plateformes parce qu'on sait qu'elles ne respectent pas la loi, donc on va les protéger. Et alors même que ça requalifie partout en Europe et dans le monde, alors même que les États-Unis interviennent de façon législative maintenant pour limiter ce capitalisme de plateforme, le gouvernement continue d'essayer d'extraire des gens de l'application du droit du travail, alors que les juges, pour le coup, font le travail contraire, c'est-à-dire d'appliquer le droit et d'appliquer la loi, indépendamment de votre position économique, indépendamment des positions politiques qui existent. Et pour terminer juste sur le Conseil constitutionnel, il a censuré en partie les chartes sociales en disant vous pouvez faire des chartes si vous voulez avec des travailleurs indépendants, mais en fait s'ils ne sont pas indépendants, votre charte elle ne va pas permettre de squeezer le risque de requalification, donc ça fait tomber tout l'intérêt aujourd'hui des chartes sociales. Et comme par hasard, là on se retrouve avec une commission qui est mise en place avec des gens qui sont encore une fois pas représentés, enfin la diversité en tout cas des points de vue sur les plateformes de travail elle est clairement pas représentée, et quelque chose me dit qu'on va continuer à avoir une offensive libérale menée par la majorité et le gouvernement contre toutes les tentatives de juste rétablir des gens dans leur droit. Juste un mot sur ce point, mais vraiment rapide. Mais je crois que dans cette mission Frein, il n'y a aucun coursier ni quoi que ce soit.
On est d'accord. C'est en construction, les auditions sont en train de se construire. Des auditions, mais il n'y a pas de membres ou quoi que ce soit, parce que déjà, quand j'étais auditionné par la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, il faut voir qu'il y avait un des membres, donc Jean-Emmanuel Rey, qui est un éminent juriste en droit social, mais plutôt pro-plateforme, qui était là, et puis il y avait d'autres intervenants, et j'ai demandé à ce qu'un coursier soit présent pour parler lui-même de son vécu, etc. On me l'a refusé en disant que ça ferait un déséquilibre entre les personnes qui étaient pro-plateforme et les coursiers, qui étaient pourtant les premiers concernés par les propositions, etc. Et au final, aucun coursier n'a pu s'exprimer. On a vu que les personnes qui étaient interrogées étaient toutes pro-plateforme et qu'on était dans un déséquilibre totalement inverse. Et je pense que ça sera encore le cas avec cette mission Front. Jean-Emmanuel Rey, il fait partie de la commission ? Oui. La nomination est publique, je crois, donc vous pouvez avoir accès à tous les noms des membres de cette mission. À ce stade, aucun coursier. En tout cas, moi j'ai reconnu personne. Hein. Non, c'est des gens, des universitaires, des gens comme ça, des chercheurs. On a la liste. Oui, je rebondis sur l'évocation. Il y a M. Kazini là-dedans ? Non, c'est pas, en fait, c'est pas le genre de leur maison. On va dire ça comme ça. Je rebondis sur, on va citer les rapports, c'est bien. Tu citais, Barbara, le rapport de l'IGAS qui disait ce qu'il disait. Je me souviens, moi, à l'époque, d'un rapport de l'Institut Montaigne, non, du Conseil d'État. Le Conseil d'État s'était penché, on avait été d'ailleurs auditionné en 2016 au Conseil d'État, et dans le vaste rapport qui traitait de l'économie numérique, l'économie collaborative en général, comme quoi, en effet, c'était quelque chose de potentiellement intéressant pour l'avenir. Il y avait quand même une petite phrase qui parlait, qui mettait, entre guillemets, certaines plateformes qui étaient, je cite, un retour à une certaine féodalité. Voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus. Les plateformes, ça fait longtemps, en fin de compte, qu'on a défini le projet pour le schématiser, parce qu'il faut aussi qu'on l'explique. Qui sont ces travailleurs, qu'on réexplique qui sont ces travailleurs dans la rue. Vous imaginez un pays, une famine, et là, des sociétés arrivent et refourguent toutes les nourritures avariées et toxiques des pays occidentaux, des pays industrialisés, à ces gens qui meurent de faim. En fin de compte, les plateformes, c'est la même chose. Le travail est en pénurie, on n'arrive pas à travailler, et on se retrouve avec un travail toxique, avarié, une espèce de camelote qu'on refourgue à des gens, et évidemment, on leur vend pas cher. C'est pas grave, parce qu'on n'a pas besoin de faire de l'argent en leur vendant ces produits avariés, parce que derrière, on touche tout un tas de subventions de qui des grandes, de la finance mondiale, qui investissent dans ces plateformes, donc dans ces produits toxiques et avariés. Il faut schématiser les choses comme ça, parce que sinon on n'a pas conscience de qui on est, ni de qui sont ces gens, ces travailleurs. On va parler un petit peu de représentativité, parce que dans cette grande disruption de l'économie, dans cette grande disruption du travail, quand on est arrivé avec les gens du CLAP à Paris, avec les différents syndicats qu'il y a en France, et même à l'étranger, mais on va rester que sur la France, quand on commence à faire un rapport de force, à essayer de se fédérer, à faire des manifestations, à passer dans la presse, et à interpeller ces plateformes, et puis les gens du gouvernement qui soutiennent, on en a parlé tout à l'heure, on se retrouve face à un mur, et là, il ne s'agit plus de disruption, de grandes nouveautés, de nouvelles économies. On se retrouve face à des gens qui disent « Oui, mais vous, le CLAP à Paris, le syndicat des coursiers bordelais à Bordeaux, vous n'êtes pas légitime et pas représentatif. » Alors là, on se retrouve du coup avec des gens qui utilisent des vieux schémas, les schémas de la représentation syndicale au sein d'une entreprise classique, séculaire. On n'est plus du tout disruptif. Alors nous, ce qu'on essaye de faire au CLAP, c'est justement, on réinvente rien, mais j'ai l'habitude de dire, on fait ce qu'on appelle du néo-proto-syndicaliste, du syndicaliste néoclassique, c'est-à-dire qu'on est retourné à la base à chercher des gens, on n'a rien inventé parce que c'était déjà le cas au 19e siècle, mais il faut tout réinventer parce qu'on n'a pas le statut de salarié. Donc on n'a pas ces bases-là qui nous permettent justement de créer un syndicat classique, de s'affilier à une confédération. Et donc il a fallu qu'on réinvente tout depuis 3-4 ans déjà, en termes d'action, en termes de médiatisation, en termes de représentation au moins médiatique, jusqu'à évidemment devenir un syndicat réel, et c'est d'ailleurs une des choses qu'on annonce aujourd'hui. Le CLAP, qui était pour l'instant une association en soutien aux livreurs, va devenir un syndicat, parce que cette fameuse mission gouvernementale, ce qu'on appelle entre nous la mission Frouin, veut en effet auditionner des gens qui sont représentatifs, qui sont légitimes. C'est pour ça
que Deliveroo, on parle d'eux un petit peu aujourd'hui, ont mis en place un forum. Alors qu'est-ce que ce forum? Ce forum, c'est évidemment pas quelque chose qui fait appel à du syndicalisme classique. Ils ont fait un appel au vote au niveau de leurs livreurs. Ils ont trouvé des gens qui ont candidaté pour être représentants. Et ils ont découpé la France, Deliveroo, en 5 zones. Paris, première zone, région parisienne, et ensuite le nord, le sud et on va dire le Grand Ouest. Donc la France est découpée en 5. Il y a 5 représentants dans ces zones-là, sauf que, ok, il y a 5 représentants qui ont été élus sur des critères qu'ont choisi Deliveroo. Ensuite, on ne sait pas, nous, les livreurs, aucun livreur dans la salle, même étant encore inscrit chez Deliveroo, ne sait combien de gens ont voté pour combien de représentants. Les représentants ont été élus, certes, on ne sait pas comment. Ils ont été sortis du chapeau, on ne sait pas. Il y avait un huissier qui était prévu en cas de trop de candidatures sur une zone, et là, en fin de compte, on aurait procédé à un tirage au sort avec un huissier. Mais bon, visiblement, on n'a pas entendu parler de ce tirage au sort, donc l'huissier, il est peut-être, je pense, resté chez lui. Donc il y a une opacité sur un objet que Deliveroo nous a présenté comme un truc hyper démocratique, disrupto, on va dire, démocratique. Donc voilà, c'est surtout de l'opacité, on ne sait pas d'où sortent ces gens, et les quelques-uns qu'on connaît, ces représentants, parce qu'on passe depuis des années beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, que ce soit Telegram, WhatsApp, évidemment Facebook, donc on a déjà des têtes qu'on connaît, des noms qu'on connaît, des gens qui sont depuis des années identifiés sur les réseaux sociaux comme des gens qui sont plutôt pro-plateforme, très très contents de bosser pour elles, avec certainement des arrangements depuis des années. Donc voilà comment s'est construit cette néo-démocratie au sein des plateformes. Évidemment, nous, le CLAP à Paris, et puis les syndicats de Nantes, les syndicats, je pense aussi aux camarades de Dijon, aux copains évidemment de Bordeaux, qui sont nés quasiment en même temps que nous à Paris. J'ai dit Nantes, j'ai dit Dijon, Lyon aussi. Et puis d'autres collectifs qui ne sont pas encore identifiés, mais qui sont quand même actifs. Je pense à des gens dans l'Est, Strasbourg, Mulhouse ou à Marseille, qui sont en train de commencer à faire parler d'eux, parce que Marseille en a aussi gros, comme on dit maintenant. Et donc voilà, c'est en train de bouillir un peu partout. Tous ensemble, on s'est dit oui, bah, en effet, il faut peser sur cette mission Froid, il faut qu'on soit auditionné. Donc c'est pour ça que autant les collectifs, les syndicats existent déjà en province. À Paris, ce n'était pas le cas. Depuis 4 ans, je vous disais, on s'est positionné comme une association, on va dire, de soutien, d'amplification des mouvements. Médiatiques notamment, et puis dans les manifestations. Là maintenant, voilà, on attendait quelque chose, c'était que les gens dans la rue nous appellent, nous réclament en fait de se syndiquer, parce qu'on ne voulait pas arriver en mode voilà, prenez nos cartes, prenez nos bulletins d'adhésion. C'était pas ça, ça n'a jamais été notre philosophie. On attendait qu'on nous appelle. Il se trouve que dans la rue, voilà, il y a une réelle demande de syndicalisation. Donc on ouvre le CLAP, on va changer nos statuts très très bientôt, de façon à devenir un syndicat, on va dire à l'ancienne, mais tout en ayant ce côté autonome, parce que on veut du travail autonome, on va être aussi un syndicat autonome, on est toujours dans cette espèce de logique de disruption, et ok, on va les prendre dans leur propre jeu, et on va devenir ce syndicat disruptif parisien, en collaboration aussi avec tous les autres syndicats de France, qu'il ne faut jamais oublier de citer, évidemment. Je reparle encore une fois de Nantes, de Dijon, de Lyon, de Bordeaux, qui font un travail excellent dans toutes les villes de province. On travaille beaucoup avec eux à tout ce qui se passe, on fait remonter toutes les informations. C'est d'ailleurs évidemment ce qui gêne beaucoup les plateformes, parce que si Kevin a eu accès à toutes ces pièces, c'est aussi par rapport au travail qu'on fait depuis des années. Et d'ailleurs, le but, c'est aussi un peu d'inviter les livreurs qui se trouvent maintenant, qui n'ont pas forcément eu accès à toutes les informations, de rejoindre déjà les collectifs en national, et puis évidemment à Paris le CLAP, ce qui nous permettra ensuite de pouvoir travailler avec Kevin sur la requalification de ceux qui veulent en effet récupérer l'argent qui leur a été volé par les plateformes depuis le début. Ça impose quoi de se fonder en syndicat? Il faut qu'il y ait des élections? Comment ça marche? C'est ça, en fin de compte, on va ouvrir le CLAP à des adhésions qu'on proposera à un tarif minimum, parce qu'évidemment on est sur des travailleurs précaires, donc une tarification minimum, quitte à après ensuite aller chercher des subventions là où tous les syndicats vont en chercher, c'est-à-dire aux collectivités locales, aux autorités, enfin, sur les vieux schémas. Sur
Sur les statuts, en fait, ça implique une modification des... Enfin, je sais même pas, ça se trouve, vos statuts sont déjà très bien, il faut regarder, mais on va les modifier, il faut absolument que dans les statuts, le groupe, le collectif, l'association et donc le syndicat, s'il veut être syndicat, disent explicitement qu'il a pour vocation de représenter et de défendre les intérêts de la collectivité qui est censée représenter, à savoir des travailleurs, puisque c'est la définition du syndicat dans le code du travail, la défense et la représentation des intérêts. Oui. Vous avez parlé d'autonomie et justement à la base le CLAP est très lié à la CGT. Comment est-ce que ça se passe et par ailleurs comment est-ce que ça s'articule aussi avec ce que fait Jean-Daniel Zamor sur le projet Caval? Alors, le CLAP a été lié à la CGT, on va dire, d'un point de vue personnel. J'ai rencontré très très tôt, en 2016, un syndicaliste de la CGT, un syndicat en particulier, le syndicat du service à la personne, qu'on remerciera jamais assez pour tout ce qui a été fait depuis le temps. Après, c'est vrai que là, on part sur une autonomie. La CGT, on reste lié, on va dire, de façon personnelle avec ce syndicat. J'ai toujours d'excellents contacts avec eux. Maintenant, en effet, pour je veux dire, accueillir un maximum de gens, on veut récupérer cette autonomie, on veut plébisciter cette autonomie, parce que voilà, il n'est pas question de se rattacher spécifiquement à une confédération. C'est tout de suite très très compliqué de travailler avec une confédération. Donc pour l'instant, on ne s'interdit pas peut-être un jour de revenir, mais bon, pour l'instant, voilà, on veut travailler sur l'autonomie, c'est le plus important. On veut pas s'encarter. Et le travail de Jean-Daniel Zamor sur Caval, voilà, c'est quelque chose à plus long terme, quelque chose de beaucoup plus globalisant. Et là, je vous dirais que c'est pas trop le sujet aujourd'hui. On continue de travailler avec lui, il continue de travailler, je veux dire, avec nous sur. Mais là, je vous dis, c'est un gros dossier, et on est au-delà de ce qu'on peut dire aujourd'hui. Oui, sur l'ouverture à d'autres travailleurs de plateforme, Edouard parlait de StaffMe, il y a Brigade aussi qui a des conflits en cours. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable, et notamment aussi, question à Kevin, comment s'ouvrir, est-ce que vous envisagez de vous ouvrir à ce type de travailleurs, parce que là il y a des conflits assez spécifiques, notamment avec les agences d'intérim, etc., mais qui peuvent revenir aux mêmes, quoi. C'est quand même des travailleurs sous statut. Alors, pour la question destinée au CLAP, on veut devenir un syndicat de travailleurs de plateforme. Donc pour l'instant, les travailleurs de plateforme, c'est essentiellement les VTC, essentiellement les livreurs à vélo. Et il y a aussi, comme vous l'avez dit, ces petits jobbers, si on peut les appeler comme ça. Et puis il y en aura bientôt d'autres. Il y a déjà peut-être les facteurs aussi, on en voit là, qui sont tous facteurs à distribuer des colis pour 2 €, 1 € à peine. Donc, effectivement, il va falloir fonder des alliances avec les travailleurs des autres plateformes qui ne sont pas finalement si différentes que Uber ou Deliveroo, parce que c'est de la mise en relation, parce que c'est de l'indépendant, enfin c'est du statut d'indépendant, mais c'est un indépendant salarié qui n'existe pas dans, encore une fois, les conditions essentielles de son contrat. Voilà, je te laisse répondre, Kevin, pour la deuxième question. Du coup. Oui, du point de vue juridique, effectivement, ces plateformes sont aussi très critiquables. On n'est pas dans la livraison de repas, mais c'est le même principe de base, c'est-à-dire on abuse d'un statut d'indépendant. Donc StaffMe, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la même chose qu'une agence d'intérim, mais avec des indépendants, à qui on impose ce statut d'indépendant, c'est-à-dire qu'ils vont payer 12 € de l'heure une personne qui intervient comme un intérimaire dans une société. 12 € de l'heure, il faut voir qu'un intérimaire, il a déjà 10% de congés payés et 10% de prime de précarité. C'est-à-dire que de base, sur ces 2 seuls postes, la rémunération, elle est déjà en dessous du SMIC. Et je ne parle même pas des cotisations salariales, patronales, les droits au chômage, etc. etc. Donc c'est déjà l'abus le plus total. Pour moi, on est à 200% sur du travail dissimulé. Ce qui est terrible, c'est qu'en plus, ça a été monté par des personnes qui connaissent très bien le domaine juridique. Mais oui, là encore, c'est des plateformes qui, je pense, attendent des actions du gouvernement, comme il y en a depuis 2016 déjà, avec cette pérennisation du statut d'indépendant en se disant on va profiter de ce statut qui coûte beaucoup moins cher et on va s'en mettre plein les poches. Donc bien sûr, c'est des plateformes qu'on peut combattre en justice. Pour moi, la subordination, elle ne fait pas vraiment de doute. C'est parfois même pire que d'autres plateformes, parce que Deliveroo, il y a un service de livraison avec des restaurateurs, donc il y a quand même une entremise.
Là, ils vous envoient dans une société en tant qu'intérimaire et vous faites le même boulot qu'un salarié qui est à côté de vous avec le tablier, etc. Donc si ça, c'est pas du travail dissimulé, je ne sais pas ce que c'est. Je sais que l'inspection du travail est débordée déjà par toutes ces plateformes, etc. Mais la question se posera également pour StaffMe, je pense, d'ici peu de temps, surtout avec toutes ces impulsions, ces premières décisions contre Deliveroo, etc. Mais quand on voit qu'on a mis 4 ans pour faire condamner Deliveroo parce que les procédures françaises, c'est aussi une volonté du gouvernement, hein, attention, quand on voit, on parle de la grève des avocats aujourd'hui, etc. La volonté, c'est de complexifier toute la procédure aussi, de faire perdre du temps et de dissuader les livreurs, pas que les livreurs, mais tous les demandeurs en justice. Il faut voir, je viens sur quelque chose qui est un peu technique, je prends un petit peu de temps, mais c'est intéressant de le noter. Ce gouvernement, Emmanuel Macron, a changé une procédure d'appel qui était très simple à l'époque et il en a fait quelque chose d'horrible aujourd'hui. C'est ce que l'on appelait le contredit à l'époque. C'est que quand vous alliez en justice en tant que livreur, vous alliez devant le conseil de prud'homme, donc c'était une procédure orale, en plus sans avocat obligatoire ni quoi que ce soit. Si on vous donnait tort sur l'existence de votre contrat de travail et qu'on considérait que vous releviez plutôt du tribunal de commerce, à ce moment-là, il suffisait pour faire appel de la décision de former contredit. C'était très simple, on se déplaçait au greffe du conseil de prud'homme, on disait « je ne suis pas d'accord de la décision » et c'est le greffe lui-même qui saisissait la cour d'appel sans procédure obligatoire et puis la cour d'appel qui convoquait les parties, etc. Et puis on plaidait une deuxième fois le dossier. Aujourd'hui, le gouvernement a mis en place une nouvelle procédure qui s'appelle l'appel sur compétence. Et alors là, c'est devenu du grand n'importe quoi. Avocat obligatoire, vous devez faire appel sous 15 jours. Alors c'était déjà le cas à l'époque, les 15 jours, sauf que c'était très simple, on se déplaçait au greffe, c'était fait. Là, c'est appel avec avocat obligatoire, donc avec ce qu'on appelle le RPVA, c'est un réseau sécurisé, etc., sous des formes définies. Vous devez mettre vos conclusions dès l'appel, c'est-à-dire que dans les 15 jours, vous devez déjà avoir conclu, et dans ce même délai de 15 jours, vous avez 8 jours pour saisir le premier président de la cour d'appel, pour être autorisé à assigner à jour fixe à vos frais, parce que vous avez dans ce cas-là des frais d'huissier, alors qu'avant c'était le greffe qui faisait les convocations, d'assigner à jour fixe les parties adverses. Donc j'ai par exemple des dossiers contre Take It Easy où on a 2 parties adverses, un mandataire liquidateur et l'AGS qui est là pour garantir les salaires quand la société fait faillite. Alors voilà, c'est 2 fois les frais d'huissier pour le coursier, c'est des frais d'avocat, c'est une procédure qui en plus casse-gueule à 200%. Et voilà, ça montre que au-delà de tout ce qu'ils font pour empêcher les requalifications, tenter de mettre en place des présomptions irréfragables d'indépendance, mais il complexifie aussi la procédure. Alors c'est pas que pour les coursiers, que les VTC, etc. Mais ça montre qu'en fait on n'a pas du tout envie que justice se fasse, pas du tout envie que le code du travail soit respecté. Au contraire, on privilégie la fraude. Oui, en fait, ce que tu disais me faisait penser sur les abus. Je me souviens encore, en 2016, quand j'ai reçu ce coup de téléphone de Deliveroo qui m'annonçait très très gentiment que la collaboration entre nous deux allait cesser. À l'époque, j'avais discuté avec ce personnage pendant une dizaine de minutes, il s'appelait Eli. Je le connaissais, je l'avais déjà rencontré dans les bureaux. Et donc le ton monte un petit peu, et je lui dis « Eli, t'es en train de me virer parce que je porte pas la veste, parce que j'ai pas bossé pendant 2 mois. On n'est pas à ton niveau, on n'est pas à ta place, sans savoir ce que c'est qu'un lien de subordination. » Et le type, il y a un petit blanc, et il me répond « En effet, Jérôme, tu as tout à fait raison, on n'est pas à ma place sans savoir ce que c'est qu'un lien de subordination. » On était en 2016, l'époque exacte où travaillait le livreur qui a fait requalifier Kevin. Donc ça veut dire, encore une fois, qu'ils savent très bien ce qu'ils font dès le début. Les gens que vous allez interroger chez les plateformes, si vous y avez accès, vous répondront qu'en effet, ce qui se passait en 2016, c'est pas du tout ce qui se passe maintenant. En effet, tout à l'heure, Kevin le disait, c'est pire, c'est pire. Je voudrais revenir sur la question qu'il faudra que vous posiez à ces gens-là sur cette liberté. Est-ce qu'elle est compatible avec, chez Deliveroo, ce qu'on appelle l'agenda, ce qu'on appelle les statistiques, ce qu'on appelle les shifts, et les notes évidemment, pour travailler, pour avoir la liberté de travailler chez Deliveroo, il faut correspondre au modèle, il faut rentrer dans les cases des statistiques, il faut travailler le week-end, il faut se déconnecter si on s'est inscrit sur un shift et qu'on veut finalement plus travailler, il faut 24 heures, je parle sous la présence des 24 heures avant, il faut être à l'heure sur ces chiffres quand on est inscrit. Si on est inscrit de 11h à 13h, il faut être là à 11h et à 13h. Et tout ça, c'est ça qui fait la note statistique, c'est ça qui définit la liberté de travailler. Vous imaginez... Oui, c'est un classement. Vous imaginez le degré de liberté. Et donc, tout ça, c'est des choses... On a réussi à avoir, il n'y a pas très très longtemps, la semaine dernière, accès à une réunion
avec Deliveroo, les livreurs parisiens qui sont là. Je peux citer vos prénoms? Oui, bien sûr. Hamza, Vincent, Wissem, Karim ont réussi à toquer à la porte de Deliveroo, à mettre le pied dans la porte pour avoir accès à une réunion avec 3 responsables. Jusqu'à présent, on avait de temps en temps des réunions informelles avec ce qu'on appelle des ops, des responsables des opérations, comme les Black Ops, des ops. Donc eux, à chaque fois, leur but, c'est de nous faire perdre du temps. Oui, mais on va en parler, oui, mais on va y réfléchir, oui, mais ça va venir, ceci, cela. Là, les 3 responsables, on a parlé avec eux pendant 2h30. 2h30, aucun résultat concret. Encore une fois, du dialogue de sourds, du on va réfléchir, c'est intéressant, patati patata. Donc, en collaboration avec des Marseillais qui nous ont contactés sur les réseaux sociaux, parce que je vous disais que le CLAP, on travaille avec tout un tas de gens sur les réseaux sociaux, et des fois, il y en a qui apparaissent, il y en a qui disparaissent, puis il y en a qui apparaissent. Les Marseillais nous ont contactés, ils ont exactement les mêmes problématiques que nous, alors qu'on ne se connaissait pas il y a un mois. Dit les prix qui baissent, les distances qui augmentent, les statistiques, c'est une catastrophe. Normalement, quand je vous disais tout à l'heure, je parlais des statistiques, quand on a des statistiques parfaites, ces statistiques parfaites, en récompense, on a accès au planning à la première heure pour s'inscrire, pour aller réserver des créneaux horaires, ces fameux shifts. Ok, donc si tu as les statistiques parfaites, si tu as travaillé tout le week-end, si tu t'es jamais déconnecté en retard, si tu es arrivé pile poil à l'heure, si tu as fait tous tes shifts complets, tu es à 11h le lundi matin, à 11h, ton planning s'ouvre comme une espèce de caverne d'Alibaba, et là tu as toute la semaine à venir qui s'ouvre et tu choisis tes heures, hop, comme tu veux, jusqu'à 55 heures par semaine. C'est magique. Sauf que là, on se retrouve avec des gens qui ont répondu parfaitement aux statistiques, qui sont à 100, 0, 12, pour synthétiser. Donc ils sont à 100%, et ils se retrouvent à 17h. 17h, c'est le placard en fait. C'est le placard, parce qu'à 17h, tu es au fin fond de la file d'attente, et tu vas te retrouver pour construire ta semaine avec 4 ou 5 heures qui sont les miettes des miettes des gens qui étaient avant toi. Pourquoi? On ne sait pas. Complètement aléatoirement, des gens m'envoient des captures d'écran avec des statistiques parfaites et la date, vous serez éligible le lundi à 17h. C'est la punition. C'est la punition. C'est comme si vous êtes journaliste, vous faites très très bien votre travail et puis on dit finalement tu vas faire les chiens écrasés. Mais ça fait 2 ans que je me démène et que j'ai été reporter de guerre. Oui, mais aujourd'hui les chiens écrasés. Donc c'est ça, il faut imaginer ça multiplié par des dizaines de milliers de livreurs. On n'est pas sur 50 livreurs à Paris d'une petite start-up qui débarque. On est sur 15 000 livreurs en France, avérés. Donc, toutes ces conditions de travail ont fait que les Marseillais ont contacté les Parisiens ont contacté les Bordelais, et vendredi soir, Saint-Valentin, historiquement, la journée où les plateformes défoncent tous leurs scores. Voilà, c'est le 14 février, tous les ans, c'est des pics d'année en année, ils augmentent leur fameuse croissance. Et donc, ce 14 février, on a décidé à Paris, à Bordeaux, à Marseille de faire des opérations, notamment à Paris, on fera une opération de blocage. Peut-être certains d'entre vous ont entendu parler de ce qu'on appelle les Deliveroo éditions. Les Deliveroo éditions sont des lieux qui appartiennent à Deliveroo, sur lesquels ils découpent des anciennes manufactures ou des usines en plusieurs cuisines qu'ils mettent à disposition de restaurants, des enseignes classiques, ou qu'ils se réservent chez Deliveroo pour faire ce qu'on appelle des cuisines en marque blanche, le Palais du Sushi, le Paradis du Burritos, ou que sais-je. C'est des marques qui appartiennent à Deliveroo et qui leur permettent, c'est une espèce d'usine à bouffe en fait, les fameux tricatelles, pour ceux qui se souviennent du film avec Louis de Funès, voilà, c'est ça, c'est des usines à livraison, et évidemment, des centaines de coursiers tous les soirs arrivent dans ces usines, prennent les commandes emportées et sont dispersés ensuite autour de Saint-Ouen et du nord de Paris. Donc, cette usine, on va la bloquer. On va la bloquer vendredi. À Marseille, ils vont faire pareil. Ils n'ont pas de Deliveroo édition, mais ils vont bloquer les principaux restaurants à Marseille. À Bordeaux, on part sur le même système. Et en même temps que ça, on appelle à un boycott national, de façon à ce que ces plateformes-là, qui vont nous dire bon c'est pas grave, une soirée avec une petite baisse de chiffre d'affaires, c'est pas important. Il faut que les clients, souvent les gens nous demandent sur les réseaux sociaux, oui je suis client, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous aider, est-ce que vous avez une cagnotte? On n'a pas de cagnotte, mais ce qui est très très important, c'est que ces clients se rendent compte qu'en boycottant, en allant ni plus ni moins qu'aller bosser pour la concurrence, parce que on a aussi compris avec les livreurs que quelque part il fallait aussi bosser des fois pour Uber Eats ou pour Glovo, pour les autres, qui sont pas des meilleures plateformes, hein. Mais bon,
il faut faire jouer la concurrence comme on peut, et la solution qu'on a, c'est un appel au boycott de Deliveroo à partir de vendredi, jusqu'à ce que les collectifs partout en France décident en effet de lever le boycott, quand ils auront accès à des réponses concrètes par rapport à cette réunion qui a eu lieu la semaine dernière et qui n'a été que du vent et que de la fumée. Donc on veut des réponses concrètes de Deliveroo, et sinon appel au boycott jusqu'à nouvel ordre. On demandait des réponses concrètes sur déjà la tarification. Pourquoi la tarification ne cesse de baisser? Pourquoi la distance continue à augmenter? Pourquoi les statistiques sont de plus en plus contraignantes? Pourquoi, en effet, il n'y a pas ce dialogue? Pourquoi ce forum a été élu comme ça, avec des représentants sortis d'un chapeau, sans qu'on ait eu, en fin de compte, de réunion, on va dire, paritaire, avec des gens représentants, enfin des gens déjà connus pour être représentants des livreurs? Parce que Deliveroo sait très bien qu'il y a des gens qui sont là depuis des années, et évidemment, à aucun moment ils nous ont invités. Même Uber Eats, pour dire, Uber Eats, c'est loin d'être mes amis, ont invité il y a quelques semaines, quelques mois, ont invité le CLAP, Jean-Daniel Zamor, dont on parlait tout à l'heure, pour travailler sur la nouvelle tarification. Bon, on n'a pas beaucoup travaillé, hein. Ils nous ont plutôt présenté leur nouvelle tarification, et puis à nous ensuite de diffuser l'information. On a diffusé l'information. Très très vite, on s'est aperçu que la nouvelle tarification Uber Eats était aussi une peau de banane. Bref, mais pour dire qu'ils nous ont invités à discuter. Deliveroo, depuis le départ, ça a toujours été le statu quo, parce qu'il n'y a pas de dialogue. Donc, on veut ne serait-ce que ça, un vrai dialogue. Et cette histoire de forum Deliveroo, on sait très bien comment ça va tourner. Ça va être Deliveroo qui choisit les sujets, parce qu'on a déjà eu des messages. C'est Deliveroo qui choisit les sujets, et c'est eux qui choisiront d'aborder ou pas certains sujets. Et évidemment, les rémunérations n'en feront pas partie. Très rapidement, pour dresser un parallèle avec ce qui vient d'être dit et l'historique des revendications syndicales, on est quand même sur, pour ça comme pour le reste, sur de la revendication syndicale plus que centenaire en fait. Là, on demande une instance finalement de représentation et de consultation pour avoir les informations que tout employeur doit normalement donner à ses salariés sur la marge de l'entreprise, sur son fonctionnement et sur l'organisation. Donc là, on est vraiment sur de la revendication de droits collectifs de base, quoi. Et d'où l'intérêt, on voit le besoin de droit du travail, peu importe le nom qu'on veut lui donner, à chaque fois, c'est vraiment le retour aux sources, quoi. Puis sur le forum, on veut évidemment le plus de transparence, le plus de chiffres possible. Je reviens aussi sur l'appel au boycott. Très brièvement, il faut dire quand même aux consommateurs que cette grande précarité, cette grande injustice économique dont on parle tout à l'heure, il se fait grâce, quelque part, un peu à l'argent des contribuables, notamment parce que les plateformes vendent les prestations de services aux livreurs en leur disant si vous avez l'ACRE, vous avez des cotisations qui sont bien moindres, et l'ACRE, c'est un dispositif étatique, de même que si demain une plateforme... L'ACRE, c'est l'aide à la création et la reprise d'entreprises pour les entrepreneurs. Voilà, et donc qui vous permet d'avoir une cotisation qui est normalement de 23% pour les entreprises. Je voulais juste dire sur l'ACRE, c'est ce qu'on finance nous en fait, c'est nos impôts. Oui, parce que souvent ces plateformes, lorsqu'elles annoncent leurs tarifs, etc., elles parlent de l'ACRE en disant mais vous allez toucher ça net. Et en fait, c'est avec notre argent qu'ils financent ça. Ouais, donc c'est vrai que les coursiers, les 3 premières années, ça reste correct parce qu'ils ont des réductions énormes, maintenant 1 an. Mais c'est pas durable et c'est surtout financé avec notre argent à nous. Ensuite, il y a une plateforme, je ne vous apprends rien, comme Uber, qui ne paie pas d'impôt en France. Et troisième chose, si demain Deliveroo ou Uber fait faillite, on peut s'interroger sur qui va indemniser les coursiers, comme le cas de Take It Easy. Ce sera sûrement les AGS, l'État aussi. Donc il faut le savoir. Je peux, juste sur ce que tu viens d'évoquer ici, la question de l'indemnisation des coursiers en cas de faillite. L'expérience qu'on a vécue en Belgique est intéressante. Je vous ai expliqué la collaboration qu'on a menée de façon plus vaste avec Deliveroo, mais en premier lieu avec Take It Easy. Nous avons donc accueilli chez nous une série de livreurs qui ont développé leur activité. Lorsque Take It Easy a fait faillite, la coopérative Smart, sur base d'un système qui s'appelle le fonds de garantie, a assuré le paiement des prestations des 15 jours qui ont été effectués par une série de livreurs. Ça, c'est ce qu'on a pu faire en Belgique sur base de notre système, là où en France, les mêmes livreurs se sont en effet retrouvés sans rien
pour des prestations qu'ils avaient effectuées. Est-ce que vous ne craignez pas, avec cette annonce quand même de blocage de l'usine de Saint-Ouen, de vous heurter à parfaitement mettre en place un système de sécurité, voire appeler la police et empêcher tout le blocage, parce que là, quand même, on est quelques mois avant, ils ont le temps de s'organiser. Bien sûr, vous inquiétez pas, ils savent déjà ce qui va se passer, parce qu'évidemment on communique sur les réseaux sociaux, ils sont sur nos réseaux sociaux, de la même façon qu'ils ont des informations sur nos réseaux sociaux, on a aussi des informations sur leur méthode de travail, donc on sait qu'on va être accueilli là-bas par des vigiles privés, potentiellement la police. Il faut savoir que c'était déjà une action qu'on avait fait à moindre mesure l'automne dernier. On était une dizaine de livreurs face à ces Deliveroo Éditions à Saint-Ouen, dans une petite rue, jusqu'à ce qu'on voit débarquer 20 CRS, des CRS, hein, pas la police municipale, ils n'avaient pas les boucliers et les casques, mais bon, 20 CRS, et le commandant qui m'avait interpellé, parce que j'étais le responsable légal de l'action, on l'a déclaré en préfecture aussi, c'est important, il m'avait expliqué qu'ils étaient là pour refaire partir le flux des commandes, en fait. Donc les CRS sont là pour vraiment que le flux des commandes progresse, parce qu'on n'a pas le droit de bloquer le travail. Donc on va bloquer le travail. On verra comment on va faire, on verra comment les livreurs qui sont là avec nous décident de travailler. Mais le fait est qu'il y a un moment, on ne peut pas rester juste passif et être juste devant les grilles et laisser passer les gens qui veulent travailler. Évidemment que des gens ont besoin de travailler, mais des gens ont aussi besoin de prendre conscience de qui ils sont, de ce qu'on fait, de ce qu'ils font en fait. Et donc de ce qu'ils font surtout pour l'avenir en fait. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que ces plateformes-là, en effet, ça on l'a dit, elles ne gagnent pas d'argent. Ça fait 4 ans, ça fait 5 ans, plus encore pour Uber et ses chauffeurs qui sont là. Ils ne gagnent pas d'argent, mais on valorise ces plateformes plusieurs milliards. Parlons pas d'Uber qui pèse 50, 60 milliards, Deliveroo c'est 2, 3 petits milliards, mais si ces plateformes-là sont valorisées des milliards alors qu'elles ne gagnent pas d'argent, ça veut bien dire que le projet, il est ailleurs que sur la rentabilité. Le projet, il est idéologique. Donc, quand on nous reproche, nous, des fois, au CLAP, au collectif, d'être des idéologues, il faut voir qui on a en face de nous. C'est des gens qui pèsent des milliards sans en gagner quasiment un, si ce n'est du chiffre d'affaires, si ce n'est de la croissance. Mais on voit que sur le terrain, tout ça, c'est surtout payé sur le dos des livreurs. Et les clients, parlons d'eux, parce qu'on parle de boycott, les clients qui ont vu ou pas leurs frais de livraison à eux augmenter. Il y a quelques années, on me posait la question, des gentils libéraux, amis des plateformes, nous demandaient « Oui, mais si vous voulez être payé plus cher, il va falloir que le client paye plus cher. » Eh bien, le client, il paye plus cher 2, 3 ans, 4 ans plus tard. On va des fois jusqu'à des 4, 5 euros de frais de livraison à la charge du client, alors qu'il y a 3 ans, il payait 2,50 euros. Le livreur était, lui, rémunéré 5,75 euros, on va dire 6 euros. Maintenant, le client paye plus cher, et le livreur est payé moins cher. Où est la logique? Donc on voit bien qu'en fin de compte, le client, petit à petit, les petites lignes du contrat ont changé et maintenant il paye plus cher. Mais vous savez, le client, il s'en fiche en fait, parce que ce qui est important pour lui, c'est de manger vite, tranquille. Petite parenthèse, hier, il y a un type qui a posté une vidéo sur YouTube. Je vous inviterai à la regarder. C'est un type... Il s'énerve par rapport à une commande Uber Eats qu'il n'a pas reçue. Ça lui a coûté 26 € et il n'a pas reçu sa commande. Et soi-disant que le livreur a livré, mais il n'a pas livré. Et le type s'énerve. Et il va jusqu'à s'énerver en disant « Oui, puis en plus, je suis de la France insoumise et ces gens-là sont des esclaves, ces gens-là sont exploités. » Donc grosso modo, le gars, il est en train de nous expliquer que ça fait des années, ça fait des semaines qu'il est au courant que c'est des esclaves, qui s'en servent, mais que le jour où il n'a pas son repas, il pète un plomb. Et il pète un plomb, il part en vrille, le gars. Donc il y a plein de gens qui sont conscients de ça. Ouais, c'est drôle, mais c'est pas drôle en fait. Mais donc il y a plein de gens qui sont conscients de ça. Ils sont prêts à payer plus. C'est pour ça qu'il y a des coopératives comme à Bordeaux qui se mettent en place, qu'il y a le projet Copcycle dont on n'a pas parlé et que je tiens à saluer aujourd'hui parce qu'ils font un travail faramineux. Les gens sont prêts à payer plus cher et ils peuvent payer plus cher quand on connaît le risque, quand on connaît les conditions de travail de ces livreurs qui sont payés, je le rappelle encore une fois, je le dirai jamais assez, qui sont payés ni plus ni moins qu'à cramer des feux. Pour de moins en moins cher. Pour revenir à la question du boycott et de l'éventuelle arrivée des CRS, je peux témoigner, et je pense que vous pouvez aussi en témoigner en tant que livreur. En général, quand on arrive devant les éditions, donc devant les fameuses usines Deliveroo, eh bien, il y a
souvent un effet boule de neige des autres travailleurs qui sont quand même souvent isolés et pour qui ça rassure de voir des gens qui s'imposent face à ces conditions toujours de travail qui vont toujours à la baisse. Ensuite, il y a le personnel. Jérôme parlait de vigiles. Les vigiles, nous, on leur parle. Ils sont d'accord avec nous. On s'entend très bien avec eux. Il n'y a jamais d'incident. Et surtout aussi, les gens qui sont dans la cuisine, parfois, souvent même, ils comprennent. Il n'y a jamais d'incident. Il n'y a jamais de vandalisme. Ça se passe toujours très bien. Et les livreurs qui sont là peuvent en témoigner. J'ai une question sur le syndicat. Le problème de ce secteur, c'est qu'il est extrêmement atomisé. C'est un handicap pour la représentation des travailleurs des plateformes. Et vous nous annoncez que vous tenez un syndicat parisien. Bon, ça reste très atomisé. Il y a un syndicat à Bordeaux, il y a un syndicat à Marseille, il y a un syndicat à Paris. Bon, c'est encore, en plus, c'est atomisé entre les différents métiers parce que en ce moment, chez Hubert, il y a des grosses tentatives d'organisation interne aussi. Hein. Il y a beaucoup de gens, il y a eu un congrès à Londres même, Oxford, il y a une dizaine de jours. Vous ne tentez pas un peu de rassembler, enfin de vraiment créer des liens entre syndicats, plateformes, géographiquement et aussi entre métiers? Alors, Jérôme disait tout à l'heure que c'est une nouvelle forme de syndicalisme pour la représentation de travailleurs qui sont isolés. Madame, vous pouvez bien en parler. On travaille déjà sur un outil peut-être qui permettrait facilement aux coursiers, aux livreurs, de pouvoir voter via un outil numérique, pourquoi pas, et de mesurer effectivement son temps de travail avec une application par rapport au kilomètre, par rapport aux choses comme ça. On y travaille déjà. Je pense que c'est une solution qui sera simple et efficace et qui permettra de toucher pas mal de gens. Et puis sur les relations internationales, on était en 2018, fin 2018, on s'est réunis. Alors là, on va parler que des coursiers et pas des chauffeurs VTC et d'autres plateformes. Tous les coursiers, tous les collectifs de coursiers européens, voire mondiaux, se sont réunis à Bruxelles en 2018. On s'est réunis encore fin de l'année 2019. C'était à Bruxelles encore. Donc voilà, il y a une cohésion en fin de compte. On a créé ce qu'on appelle la TFC, la Transnational Federation of Couriers, en 2018. Il faut savoir que depuis lors, on a des gens du monde entier. Il n'y a pas un seul continent qui n'est pas représenté, puisqu'on a des Néo-Zélandais, on a des Canadiens, on a des Péruviens, on a des Canadiens, des Australiens, des gens des Japonais, des gens de Hong Kong, des gens de Chine, depuis peu. On voit bien qu'en fin de compte, il est en train de se passer quelque chose au niveau de ces plateformes de travail, qu'elles ont disrupté, on va dire, pour réutiliser leurs mots, partout dans le monde, sauf que partout dans le monde, jusqu'en Chine, des livreurs se mettent en grève. Et eux, quand ils se mettent en grève dans une ville chinoise de 3-4 millions d'habitants, ville moyenne en Chine, c'est pas 40 livreurs place de la République, c'est 600 gars. Alors que le droit de grève en Chine est interdit. Et que les gars peuvent se faire déconnecter de but en blanc. En France, on arrive à passer entre les gouttes parce que les plateformes ont compris que déconnecter quelqu'un, c'était plus préjudiciable pour elle, la plateforme, que pour lui. Même si il y en a quelques-uns, je pense à Nassim, dont on avait parlé l'année dernière, qui s'est fait déconnecter suite à des grèves, et qui n'est pas le dernier à nous soutenir aussi pour des mouvements, même s'il a quitté la plateforme. Donc voilà, ça crée, comme en 2016 avec moi, ça crée à chaque fois une émulation qui fait que les gens ont envie de se battre, ont envie de combattre ça, parce qu'on sent dans sa chair ce que c'est que cet outil, ce que c'est que ce produit avarié et toxique qui nous rend malades. Donc, le monde entier, on est coordonné grâce aux réseaux sociaux, encore une fois. On a toutes les informations. C'est pour ça que l'année dernière, on avait travaillé sur justement le triste bilan de tous les morts. Il faut savoir qu'en France, l'année dernière, je tiens à en parler, c'est important, 3 morts entre début 2019 et fin 2019. Franck Bage en janvier, Karim en mai, quelqu'un dont on n'a pas le prénom encore en mois de décembre. C'est des gens qui meurent pour faire un petit travail étudiant censé être cool, quoi. On travaille, on fait du vélo, c'est sympa, c'est fun, mais on peut mourir au travail. Et dans le monde entier, c'est une vingtaine de cas répertoriés. Donc il y a tous ceux dont on ne connaît pas l'existence, une vingtaine de cas en un an. Évidemment, en Amérique du Sud, ils ont le triste record, parce que les conditions de travail là-bas sont épouvantables. En Asie aussi. Mais oui, non, mais à notre époque, on meurt pour livrer des burgers à 3 €. Donc c'est évidemment quelque chose qui est un combat fondamental qui nous ramène
au combat du 19e siècle, à tout ce qui s'est passé entre 1850 et 1884. Je ne vais pas parler de la loi Valdez-Rousseau, mais quelque part, on est en train d'essayer de redemander, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de néo-proto-syndicalisme, on est en train de redemander la syndicalisation classique, enfin du retour au droit. Je vois au fond de la salle Laurent Dégousset de Sud Solidaire qui nous soutient depuis le début. Voilà, je le salue chaleureusement. Donc on est en train il nous faut réinventer l'usine à gaz. Elles ont réinventé l'exploitation en mode 19e siècle. On parle pas d'une nouvelle catégorie de travailleurs, on parle d'une nouvelle caste. On n'est pas des salariés, on appartient à une autre caste qui sommes des sous-salariés. Et donc en effet, quand on voit que ces plateformes-là se reposent sur du service, c'est pas du service en fait, c'est de la servitude parce qu'on appartient à cette nouvelle caste de sous-salariés. Donc si on veut mettre en place une caste que de mois en mois, d'année en année, on paye de moins en moins, c'est pour ça qu'on se retrouve dans la rue, vous pouvez le voir, pas plus tard qu'hier, chez moi, dans mon hall d'immeuble, je tombe, anecdote, sur un livreur perdu, avec son sac, un petit sac de bouffe, dire bonjour, parlez français, parlez anglais, je parle un petit peu anglais, bref, et en fin de compte, il parlait pas français. Donc typiquement, c'était un gars qui n'était pas auto-entrepreneur. Il était perdu parce que dans mon hall d'immeuble, ça capte pas, il cherche un client, il n'arrivait pas à le joindre, il n'avait pas les codes parce qu'il y a plusieurs cours, bref. Donc il a fallu que je lui dise, il faut qu'on sorte de l'immeuble, il faut qu'on appelle le client. On a appelé le client, j'ai parlé en français, j'ai traduit au livreur. Et donc on a réussi à se débrouiller comme ça. En attendant que le client descende lui-même de son appartement, j'ai demandé au livreur, évidemment je dis it's your account et donc j'ai vu dans son regard je posais la question de flic en fait. Et là, il y a eu un blanc, il m'a dit no, it's my brother, just a few days. Mais en fait, non, parce que même son frère devait être comme lui, c'est-à-dire qu'il ne devait pas parler super bien français, il devait venir de je ne sais pas où. Donc, en effet, j'ai rien contre ces gens-là, il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils mangent, mais on voit bien que ces plateformes-là ont mis en place un système qui fait qu'elles regardent ailleurs. Et des dizaines, des milliers, des centaines, des milliers de gens travaillent avec des comptes loués dont les plateformes ont complètement conscience. Mais elles laissent faire parce qu'elles savent très bien que ces gens-là, c'est des gens qui n'iront pas manifester. C'est des gens qui n'ont rien réclamé parce qu'ils ne sont pas dans la légalité. Ils sont sans papier et ils sont là juste payés à pédaler ou sur leur scooter, sur leur, que sais-je, à livrer de la bouffe. Pour les plateformes, ce qu'elles veulent, c'est du flux. C'est même pas du chiffre d'affaires, c'est même pas de la rentabilité, c'est du flux. Parce que ce flux-là, cette fameuse croissance, permet à ces plateformes-là d'avoir des subventions, on l'a dit tout à l'heure, Deliveroo, Amazon, 500 millions de dollars qui sont bloqués parce que la haute autorité à la concurrence britannique a flairé, a senti le sapin. Donc on voit bien qu'en fin de compte, ces plateformes-là ne tiennent que par les levées de fonds, basée sur la croissance, et la croissance sur le dos de travailleurs de plus en plus précaires, voire de travailleurs illégaux. Si on considère, par rapport à ce qu'a dit Kevin tout à l'heure, que tous les travailleurs de Deliveroo sont des travailleurs illégaux, eh ben il y a des travailleurs qui sont encore plus illégaux que d'autres. Donc on est dans une espèce de spirale, un enfer de Dante, qui fait qu'en effet, on est de plus en plus précaire, on est de plus en plus illégal. Et c'est ce qu'on nous vend comme l'avenir du travail, parce que ces milliards qui sont investis dans ces plateformes-là, croyez-moi que c'est pas juste pour trimballer des gens d'un point A à un point B ou pour livrer de la bouffe. C'est un projet de société. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'idéologie. Donc évidemment que c'est ce qu'il faut combattre, parce qu'on le voit. Je ne vais pas parler politique, mais on voit bien qu'en ce moment, il se passe des choses, quoi. Et donc nous, comme on disait en 2016-2017, on sait déjà à quoi va ressembler la Startup Nation, parce qu'on est déjà dedans depuis 2016, depuis bien avant 2017 qu'elle se mette en place, on était déjà dedans. Et tout ce qui se passe politiquement en France, on l'a déjà vécu à des niveaux moindres, mais dans les plateformes. Les premières manifs où on était à vélo, les manifs qui ont suivi, où on est maintenant à scooter, on a les mêmes revendications. La principale revendication du CLAP et tous les collectifs en France, c'est on voudrait du dialogue, on veut négocier, parce qu'on nous a dit qu'on était des indépendants. C'est juste ça, négocier et du dialogue. Et c'est ce qu'on nous refuse, avec tout un tas d'éléments de langage, tout un tas de pertes de temps et de mise en place de démocratie dont je parlais tout à l'heure, qui est factice. Voilà. Juste pour finir, et puis ensuite je vous passerai la parole parce que j'ai envie que vous posiez des questions. Un documentaire sort aujourd'hui sur la plateforme / France Télévisions. Ça s'appelle Invisible au pluriel, sur les travailleurs du clic, et notamment sur des livreurs Uber Eats. Allez regarder ce reportage.
vous verrez plus jamais les plateformes de travail ou les GAFA, parce qu'on parle aussi d'Apple, Google, vous verrez plus jamais ces structures-là comme avant, parce que le reportage en plus est très très bien fait. Donc voilà, je vous invite à aller voir ce reportage et puis à le diffuser aussi sur vos réseaux propres. Et puis je vous passe le micro, voilà. Vincent. Je passe le micro. Moi j'ai une première question, je suppose que pas mais vous en êtes à quelle instance en fait sur la condamnation de Deliveroo, en quelle instance? La condamnation de Deliveroo, c'est une première instance, mais un peu spécifique puisque c'est devant un juge professionnel. Donc c'est un magistrat et non pas des conseillers prud'homaux classiques qui sont salariés et employeurs et qui ne sont pas professionnels. Là, c'est un magistrat professionnel qui fait donc du droit du travail, qui vient du TGI, qui a tranché l'affaire dans une audience dite de départage, c'est le terme technique. Et voilà, donc on n'a pas peur d'un appel éventuel de Deliveroo, on n'y croit pas trop, mais s'ils font appel, c'est vraiment pas très grave, parce qu'on a encore plus d'éléments que ce qu'on avait dans le dossier de première instance. À votre connaissance, ils n'ont pas encore fait appel? Non, ils n'ont pas encore fait appel. Mais par contre, on pense peut-être même nous-mêmes faire appel pour demander plus, parce qu'on n'est pas satisfait de certains aspects de la décision, notamment en termes d'indemnité de rupture. Par exemple, la personne a obtenu 3 000 € pour une indemnité de rupture, ce qui est correct pour un salarié classique qui a 6 mois d'ancienneté peut-être, mais pour une personne qui n'a pas pu avoir le droit au chômage, qui n'a pas pu avoir l'aide à la création d'entreprise, etc. derrière, c'est extrêmement peu. Donc on va peut-être même nous-mêmes faire appel. Et donc ça a pris plusieurs années parce que la procédure est... Parce qu'en France, on a une procédure prud'homale qui, voilà, on a une justice à 2 vitesses. Aujourd'hui, on voit que... en Belgique aussi, oui, ben on voit qu'en Belgique, voilà, c'est en 2021 qu'ils commencent à plaider le procès civil et encore, c'est le début des plaidoiries. Donc on a une justice où, pour vous donner une idée, je crois qu'il y a à peu près 60 € par Français qui sont alloués au budget de la justice. Quand vous connaissez la contribution, par exemple, audiovisuelle, qui est largement supérieure. Donc ça vous donne une idée des moyens qu'on alloue aujourd'hui à la justice. C'est une catastrophe. Vous pouvez prendre 4 ans pour avoir une décision de première instance. Vous allez en appel devant la Cour d'appel de Paris. C'est peut-être pour ça qu'ils font appel, pas pour... Alors, je pense qu'ils auront même peur d'une décision d'appel qui sera encore plus importante. Mais c'est 3 ans pour avoir une audience en appel. Donc voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de moyens qui sont donnés et c'est volontaire. On tente de dissuader, plutôt que mettre des moyens dans la justice, plus d'argent, etc. On tente de dissuader les gens de faire appel. Et c'est toute la réforme Macron aussi. Sur la procédure, ce que je vous disais tout à l'heure, qui est totalement ahurissant, mais sur le plafonnement des indemnités, etc. etc. Donc c'est un long combat qui ne concerne pas que les livreurs, qui est beaucoup plus global. Mais malheureusement, c'est les plus précaires qui sont impactés. Parce qu'on voit aujourd'hui ceux qui agissent devant la prud'homme encore, en sachant que maintenant l'appel pareil c'est avocat obligatoire, etc. Donc ça coûte plus cher. Aujourd'hui ce sont surtout les cadres aisés et les personnes âgées. Les jeunes et les personnes assez précaires ne saisissent même plus le juge. Pareil au niveau des délais de prescription, à l'époque vous aviez 30 ans pour saisir le conseil de prud'homme suite à un licenciement abusif. Alors on peut se dire 30 ans c'était quand même beaucoup, mais ça a diminué petit à petit, 5 ans, etc. Maintenant c'est 1 an pour saisir les prud'hommes. Donc vous avez votre rupture du contrat, vous n'avez même pas fini votre préavis, vous avez peut-être 3 mois de préavis, et je ne parle pas que pour les livreurs qui n'ont souvent pas de préavis du tout, mais après il vous reste quelques mois pour trouver un avocat, pour monter votre dossier, pour saisir les prud'hommes, en sachant qu'en plus avec les réformes Macron, etc., ils ont encore changé les modèles au 1er janvier, ils nous pondent des décrets, je pense qu'ils veulent vraiment tuer la profession d'avocat, ils changent toutes les règles du jour au lendemain, vous avez des modèles CERFA, même puisque les demandeurs peuvent encore saisir les prud'hommes tout seuls, qui ne sont même pas à jour des dernières réformes, c'est-à-dire que les mentions obligatoires à peine de nullité des actes ne sont même pas à jour dans les CERFA produits par le gouvernement. Et puis aujourd'hui, par exemple, pour saisir, vous devez formuler vos demandes. Si les demandes ne sont pas formulées, elles ne sont pas recevables plus tard. Vous devez expliciter, donner vos pièces dès le début de la procédure. C'est toutes des choses qui n'existaient pas à l'époque et qui visent à dissuader les demandes en justice. Donc c'est pour ça que les livreurs ont énormément de mal avoir des décisions positives, pour ça que même lorsqu'on sait qu'on a raison, contre Deliveroo, on sait qu'on a raison, qu'on est sur du travail dissimulé, on a l'inspection du travail qui l'a confirmé, on a le procureur de la République qui va balancer tout ça devant le tribunal correctionnel, donc c'est quand même pas rien. Pour Take It Easy, c'est pareil. Take It Easy, je représente près de 200 livreurs. On a gagné toutes nos décisions de première instance, pour l'instant sur 190 à peu près engagés devant les prud'hommes, on en a obtenu une 60aine.
on a engagé les premières en 2017 suite à la faillite de 2016, donc c'est pas fini. L'AGS et le mandataire liquidateur font systématiquement appel des décisions, alors qu'ils savent très bien que c'est mort, puisque même c'est qui le mandataire liquidateur? la CFA MJA, qui a été nommée, qui est d'ailleurs dans une idéologie totale, parce que elle, dès le départ, même les travailleurs étrangers qui n'avaient pas le droit d'être immatriculés en tant qu'indépendants, etc., elle a dit non, je ne les reconnais pas en tant que salariés, même quand il n'y avait pas de contrat de prestation de service qui était conclu ou quoi que ce soit, elle a dit non, ils font appel de toutes les décisions, et même les décisions qui sont exécutoires, ils ne les exécutent pas, c'est-à-dire qu'on va en appel sur 3 ans avec les coursiers qui n'ont pas leur argent, parce qu'ils refusent d'exécuter justement pour dissuader les autres livreurs, parce qu'ils savent très bien que si Deliveroo tombe, ce sera peut-être 5000 personnes à qui il faudra verser des salaires, des rappels de salaire, de congés payés, etc., etc. Donc on est devant une justice qui est terrible en France. C'est le cas pour les livreurs, c'est le cas pour beaucoup d'autres salariés, mais ça n'arrange en rien les choses, et c'est ça dont profitent les plateformes, parce que Deliveroo sait très bien faire durer les procédures, et d'ailleurs dans cette décision-là qu'on a obtenue, le juge rejette une demande de sursis à statuer. C'est que Deliveroo, après 4 ans de procédure, demandait encore un report, un sursis à statuer dans l'attente de la procédure pénale, parce qu'on avait annoncé la procédure pénale, on était obligé pour se défendre de dire, mais regardez, même le juge pénal attaque, même l'inspection du travail attaque, mais il demandait un sursis à statuer. Alors heureusement, le juge a dit non, mais il pouvait encore gagner 3 ans derrière. Donc, voilà pourquoi le combat est difficile, voilà pourquoi vous n'avez pas des condamnations cour de cassation tel qu'ITISI, c'est allé assez vite, parce qu'à l'époque on était encore sous le contredit, la réforme dont je vous parlais, l'appel sur compétence, c'était pas encore le cas, donc heureusement c'est monté beaucoup plus vite, mais une décision en cassation pour Deliveroo, vous pouvez attendre encore 5 ans. Donc c'est terrible, mais c'est pour ça aussi qu'elle profite de ce statut, et comme les prud'hommes c'est dissuasif, pour les demandeurs, ben on en profite, on rompt les contrats du jour au lendemain, on sait qu'ils n'ont qu'1 an pour attaquer, après 1 an ils sont prescrits sur la rupture déjà, et puis petit à petit on gagne du temps aussi. Les personnes qui ont commencé en 2016, qui travaillent encore aujourd'hui, elles ne peuvent pas revenir sur tout ce qu'on leur doit depuis 2016. La prescription des salaires, pareil, elle a grandement diminué, aujourd'hui c'est 3 ans. Donc le travailleur qui obtient gain de cause en justice, il peut revenir que sur 3 ans sur ses congés payés, ses salaires non versés, etc. etc. Et la procédure pénale, elle était ouverte sur quelle initiative? Alors la procédure pénale, il y a eu une vaste enquête de l'inspection du travail avec un procès-verbal, juste le procès-verbal principal fait plus de 300 pages, mais toutes les auditions en plus c'est des milliers de pages. Il y a eu une enquête supplémentaire par l'OCLTI, l'organisme de lutte contre le travail illégal, qui a auditionné énormément de coursiers, etc. Et voilà, il y a un dossier pénal qui aujourd'hui est vraisemblablement énorme. Nous-mêmes, nous avons fourni énormément d'éléments, puisqu'on en avait beaucoup, des attestations et autres, et ça sera transmis donc devant le tribunal correctionnel. Parce que le procureur, c'est quand même il est sous la hiérarchie directe du Oui, ministère de la Justice. on sait qu'en France, l'indépendance des procureurs est assez relative. Leur nombre aussi est extrêmement réduit par rapport à d'autres pays. Ça explique aussi pourquoi une procédure pénale peut mettre 3 ou 4 ans, alors que ça pourrait aller beaucoup plus vite si on avait les moyens de les faire avancer. Mais oui, bien sûr, c'est peut-être pour ça aussi que ça a mis beaucoup de temps. Je ne sais pas, mais après, il y a quand même une certaine indépendance. Ça reste des magistrats avec un statut quand même spécial. Quand ils voient ce qui se passe dans des dossiers comme Deliveroo, à un moment donné, ils ne peuvent pas ne pas aller de l'avant, et puis en sachant qu'à partir du moment où on se constitue partie civile, même si là on n'est pas à l'initiative de la procédure, on s'y greffe, et à partir du moment où il y a une partie civile, ils sont obligés d'aller en correctionnel. Petite question sur le même thème, mais est-ce qu'il y a une possibilité de faire un recours collectif en justice et du coup un appel de votre part est-ce que les livreurs se fédèrent pour faire un recours collectif en justice? Alors c'est aussi une grande difficulté en France en termes procédural. Aux États-Unis, vous avez les class actions, c'est très dissuasif. Dès le départ, Uber a été condamné, ils avaient conclu des accords. Les juges avaient dit non, mais l'accord, c'est pas assez, ils sont pas assez en faveur des VTC, donc vous allez les revoir, vous allez leur donner plus de choses. Donc on voit des moyens d'action qui sont renforcés. En France, ça n'existe pas, on est obligé de faire des procédures individuelles pour chacun. C'est plus dur, ça prend plus de temps. On le fait quand même, mais il y a des moyens d'action groupés, notamment on voit les coursiers partagent leurs preuves, Jérôme le disait, le CLAP arrive à récupérer beaucoup de preuves de subordination. Un coursier tout seul en justice, c'est très dur. On voit dans le dossier en question, par exemple, Deliveroo disait non, mais la tenue, elle n'était pas du tout obligatoire, elle était proposée, mais elle n'était pas obligatoire. On a eu, grâce au CLAP, grâce à d'autres coursiers, des preuves du fait que la tenue était obligatoire, qu'elle était contrôlée à distance, et sur le terrain, que les restaurateurs, sur leur tablette, avaient un moyen de dénoncer les coursiers qui ne l'apportaient pas, qui n'avaient pas le matériel, etc.
Donc grâce au collectif, à cet échange de preuves et autres, on a un accès à la justice qui est un petit peu facilité, mais ça reste encore fastidieux. D'autres questions? Alors s'il y a plus de questions, voilà, je refais une petite synthèse rapide. Donc évidemment l'ouverture du CLAP à la syndicalisation, l'ouverture aussi de Kevin Mention pour être un petit peu servir d'accueil à tous les gens qui voudraient faire des requalifications. L'appel au boycott, très important à partir de vendredi soir jusqu'à nouvel ordre. Et puis remercier la Smart qui nous a accueillis gracieusement, et puis aussi pour tout le travail que vous faites en Belgique notamment depuis toutes ces années. Et puis aussi en France, mais c'est vrai qu'on est un petit peu moins lié en France avec les livreurs, parce que justement, pas pour rien, parce que Deliveroo, je me souviens en avoir parlé, Deliveroo refuse de passer par des coopératives type Smart, parce que l'auto-entrepreneuriat et l'atomisation qu'elle favorise les arrange beaucoup. Et puis, vous dire qu'il y a des feuilles d'émargement qui ont circulé, je ne sais pas si vous les avez vues, ça serait bien qu'on puisse rester en contact. Et puis, pour terminer, voilà, je vous invite, si vous voulez vous rafraîchir, à manger un petit truc, on a tout prévu. Et puis, encore un grand merci à vous d'être venus. Et puis, ah oui, j'allais oublier notre champ de bataille, les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, surtout Twitter, je ne vous cache pas, pour tout ce qui est réseau média, réseau militant, je vois qu'il y a des camarades militants qui sont là, on est autant voilà, on ne demande pas de sous, mais c'est vrai que tous les retweets possibles sont les bienvenus, parce qu'on s'est aperçu de quelque chose, c'est juste pas pour avoir des followers, c'est que quand il y a un sujet qui sort sur Twitter, je pense notamment à des accidents ou à des gens qui ne touchent pas leur argent, il suffit qu'on fasse un tweet, et dès que le tweet franchit la barre des 50, 60 retweets, les plateformes réagissent et souvent contactent le livreur qui a eu le problème. On a réglé des problèmes d'accidents comme ça, d'indemnité d'accident, grâce à Twitter. Donc c'est pas juste un outil pour des vidéos de chat ou pour des choses comme ça. On sait que Twitter a un réel impact. Et puis évidemment Facebook pour tout ce qui est information un petit peu plus dense. Encore merci à tout le monde, merci d'être venu, on a rempli la salle, on savait absolument pas dans quoi on partait ce matin, mais merci de nous avoir suivis pour être venus. On n'a pas envoyé d'invitation aussi, on nous l'a reproché, mais voilà, la prochaine fois on fera beaucoup mieux. Merci à vous.